Le soir de ma nuit de noces, alors que je dormais profondément, le chauffeur de mes beaux-parents a fait irruption dans la chambre. Il a murmuré, « N'allumez pas la lumière. Fuyez tout de suite, sinon cela vous coûtera la vie. » Terrifié, j'ai obéi et j'ai échappé à une mort certaine. L'agitation de la somptueuse fête de mariage était derrière nous, se dissolvant dans la nuit de la ville. Notre suite nuptiale occupait le 3e étage d'une splendide villa à la Moraleja. Le silence était si profond que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale. J'étais épuisé. La robe de mariée haute couture, d'une valeur de dizaines de milliers d'euros, était déjà déboutonnée, soigneusement pliée sur un fauteuil en velours. Je m'appelle Alba, et aujourd'hui a été le plus beau jour de ma vie. Je venais d'épouser Hector, l'unique fils du président du courageux groupe de construction. Après 2 ans d'amour passionné, Hector était allongé à mes côtés. Il avait beaucoup bu pendant la célébration. Son visage était rouge, sa respiration régulière, et il portait un léger parfum de vin. Quand s'était-il endormi? J'ai souri, caressant doucement la joue de l'homme qui était désormais mon mari. Ce soir-là, il m'avait serré dans ses bras devant tout le monde et, la voix pâteuse à cause de l'alcool, il m'avait dit, « Alba, merci d'être entrée dans ma vie. Je promets de faire de toi la femme la plus heureuse du monde. » Son amour pour moi était réel. L'attention et l'affection de sa famille envers moi étaient également spéciales. Au cours des 2 dernières années, ma belle-mère Isadora, une femme élégante et volontaire, m'avait toujours traité comme sa propre fille. Elle m'avait couverte de cadeaux, des vêtements de marque prestigieuse aux préparatifs de ce mariage de conte de fées. Moi, une jeune fille orpheline depuis son jeune âge, je n'avais que le soutien de mon frère aîné. Atteindre ce bonheur était une immense chance. Cependant, je ne comprenais pas pourquoi, au milieu d'une telle plénitude, un vague malaise s'emparait de mon cœur. Peut-être était-ce à cause des paroles de Marcos, mon frère, qui résonnaient encore à mes oreilles. Marcos a 10 ans de plus que moi, il est commissaire principal de la police nationale, et c'est lui qui m'a élevé après la mort de nos parents. C'est la seule personne en qui j'ai une confiance aveugle, mais il était aussi le seul à s'être fortement opposé à ce mariage. Le jour où je le lui ai présenté, Marcos a eu une longue conversation seul avec lui. Puis il m'a emmené dans son bureau et m'a dit très sérieusement, « Alba, ce garçon n'est pas digne de confiance, ne l'épouse pas. » À ce moment-là, je me suis mise en colère. Je pensais qu'il était trop méfiant, qu'il s'inquiétait excessivement. Hector était si bon. Sa famille, malgré son immense fortune, était si respectable. Pourquoi s'y opposait-il? Finalement, à cause de l'affection qu'il avait pour moi, Marcos avait dû l'accepter, mais son attitude lors du mariage d'aujourd'hui était encore forcée. Je me suis dit qu'il s'inquiétait simplement trop pour sa petite sœur. J'ai repoussé mon anxiété, me suis tourné pour serrer doucement Hector dans mes bras et j'ai essayé de m'endormir. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais alors que j'étais à moitié endormi, je me suis réveillé en sursaut. Ce n'était pas à cause d'un bruit, mais à cause d'une sensation, la sensation que quelqu'un d'autre était dans la chambre et m'observait. J'ai retenu mon souffle et j'ai écouté. La respiration d'Hector restait régulière à côté de moi. Le parfum des tubéreuses était intense, mais il semblait y avoir une autre respiration étrange et menaçante dans l'air. Mon cœur s'est mis à battre fort. J'ai ouvert lentement les yeux. Dans la faible lumière, grâce à la lueur ténue de la lampe de chevet venant du coin, j'ai vu une grande silhouette sombre debout à côté du lit, à seulement quelques pas de moi. Je me suis figé, la gorge serrée, incapable d'émettre un son. L'ombre est restée immobile un moment puis a commencé à se déplacer lentement vers moi. La panique m'a saisi. J'ai essayé de secouer Hector, mais mon corps ne répondait pas. Au moment où j'allais crier à plein poumon, une main rugueuse, dure comme l'acier, a émergé de l'obscurité, couvrant fermement ma bouche et mon nez. Je me suis débattu désespérément, mes ongles griffant l'air. L'intrus était trop fort. Il m'a écrasé contre le matelas, m'immobilisant. Je commençais à étouffer. Des larmes ont rempli mes yeux au moment où je pensais que j'allais mourir d'asphyxie. Une voix masculine inconnue, si contenue qu'elle était à peine un murmure, a retenti près de mon oreille, urgente et troublante, « N'allumez pas la lumière. Fuyez tout de suite ou cela vous coûtera la vie. » Je sentais comme si un rocher écrasait ma poitrine, à la fois à cause de la main de l'inconnu et de ses paroles terrifiantes. Me coûter la vie? Pourquoi? Des milliers de questions se bousculaient dans mon esprit. Un voleur. Ce sont sûrement des voleurs.
Ils sont entrés dans cette villa luxueuse et je suis leur cible. J'ai essayé de communiquer avec mes yeux, pour lui faire savoir que je coopérerais, qu'il ne devait pas me tuer. J'ai donné des coups de pied frénétiques vers Hector pour le réveiller, mais mon mari dormait comme une souche, sans réagir le moins du monde. L'inconnu semblait comprendre mes pensées. Il s'est approché de mon oreille, son souffle agité effleurant l'arrière de mon cou chaud étendu. « Mademoiselle Alba, ne criez pas. Je ne vais pas vous faire de mal. Écoutez-moi calmement. » Il connaissait mon nom. Ma peur s'est intensifiée. Ce n'était pas un vol aléatoire. Sa main couvrait toujours ma bouche, mais moins serrée, me permettant de respirer. « Je suis Raoul, le chauffeur des messieurs. Je suis venu vous sauver. » Le chauffeur, Raoul. Je me souvenais vaguement de Raoul comme du nouveau chauffeur de la famille, un homme d'âge moyen calme, toujours avec une expression sévère. Pourquoi était-il ici au milieu de la nuit dans ma suite nuptiale pour me sauver? Quel genre de comédie était-ce? Ou peut-être que mon beau-père, dont Damian, l'avait envoyé pour me tester, ou pire, c'était une sorte de conspiration familiale. La suspicion a surpassé ma peur initiale. J'ai fixé l'ombre, essayant de secouer la tête, montrant ma méfiance. Mes mains s'agitaient, essayant de le griffer. Raoul semblait remarquer ma résistance. Sa voix est devenue désespérée. « Pour l'amour de Dieu, ne croyez-moi. Vous devez me croire. Votre frère, le commissaire Marcos, m'a envoyé. Le nom de mon frère m'a frappé comme un éclair. Pourquoi mon frère était-il impliqué dans cela? Non, je ne pouvais pas le croire. C'était forcément un piège. Ils utilisaient le nom de Marcos pour me tromper. Je me suis débattu plus fort, sans me soucier de casser mes ongles ou de la douleur dans ma gorge en essayant de crier en vain. Bon sang, a sifflé Raoul. Il n'y a plus de temps. Il m'a dit que si je ne le croyais pas, je devais dire « comète ». Mon corps s'est figé. La lutte s'est arrêtée brusquement. Comète. Ces deux mots étaient comme un code secret oublié depuis longtemps qui s'activait soudain. C'était le mot de passe secret entre Marcos et moi. Depuis ce jour où j'avais 10 ans et m'étais perdu à la fête du village, Marcos m'avait retrouvé près d'un stand de cerf-volant. Il m'avait dit, à l'avenir, si quelqu'un te dit ce mot dans un moment de danger, ce sera quelqu'un en qui j'ai une confiance totale, envoyé pour te protéger. Ce secret, à part Marcos et moi, personne d'autre au monde ne le connaissait. Pas même Hector. La main couvrant ma bouche s'est lentement détendue. J'ai inspiré profondément, l'air froid remplissant mes poumons. Je ne pleurais plus de peur, mais d'une terrible vérité qui commençait à se révéler. « Vous dites la vérité ?» ai-je murmuré, ma voix tremblante que je ne reconnaissais pas. « Vite, il n'y a pas de temps. » Raoul n'a donné aucune autre explication. Sa main rugueuse a saisi mon poignet et m'a tiré pour me mettre debout. « N'allumez pas la lumière. Prenez un manteau. Ne prenez rien d'autre. Votre mari a reçu un somnifère. Il ne se réveillera pas vite. » Je me suis levé, chancelante sur mes pieds. Mes jambes me portaient à peine. J'ai jeté un regard en arrière à Hector, l'homme à qui je venais de jurer un amour éternel, profondément endormi, inconscient de tout. L'avertissement de Marcos, l'apparition de Raoul, le mot de passe secret et les mots « où cela vous coûtera la vie » tourbillonnaient dans ma tête, créant un cauchemar dont je ne pouvais pas m'échapper. La somptueuse suite nuptiale à ce moment semblait froide et terrifiante, comme une cage dorée méticuleusement décorée, attendant que sa proie tombe dans le piège. Mon esprit était vide, je n'étais guidé que par l'instinct. J'ai rapidement saisi une fine robe de chambre en soie, l'ai enfilée et continué à marcher pieds nus avec Raoul. Il ne m'a pas mené vers le grand escalier somptueux, mais vers un étroit escalier sombre qui sentait l'humidité. L'escalier de service sur lequel je n'étais jamais descendu. Tout le village était enveloppé de silence, un silence terrifiant. Le parfum des tubéreuses semblait désormais écrasant, suffocant, comme l'odeur des fleurs lors d'un enterrement. À chaque pas sur les marches glacées, je n'osais pas regarder en arrière. J'avais peur de voir Hector, peur qu'il se réveille, et encore plus peur qu'il ne le fasse pas. S'il avait vraiment été drogué, était-il aussi une victime ou faisait-il partie de cette comédie? Ma tête tournait, mais Raoul ne me donnait pas le temps de réfléchir. Il m'a rapidement traîné, sa main serrant mon poignet comme un étau d'acier. Nous sommes passés devant la cuisine luxueuse où j'avais autrefois appris joyeusement d'Isadora à préparer certains plats.
Maintenant tout semblait étrange, froid, comme les objets dans une maison hantée. Raoul a déverrouillé la porte arrière avec une dextérité qui montrait l'habitude. Une rafale d'air froid nocturne m'a fait frissonner. Dehors, il n'y avait pas les voitures de luxe du garage, mais une voiture normale. La vieille voiture, garée dans le coin le plus sombre du jardin, m'a poussé sur la banquette arrière et a rapidement démarré le moteur. La voiture s'est glissée hors de la porte de service, furtive comme un chat, et a plongé dans l'obscurité de la ville. J'ai regardé en arrière la villa resplendissante, isolée sur la colline, belle comme un château de conte de fées. Il y a seulement quelques heures, c'était mon paradis, le début de mon bonheur éternel. Maintenant, elle me semblait comme une gigantesque cage dorée, un piège parfait qui s'était refermé. Mes larmes ont commencé à couler, non pas de peur, mais d'un désarroi absolu. Mon bonheur, mon amour, avait été un rêve. La voiture a avancé longtemps, traversant des avenues brillamment éclairées avant d'entrer dans des rues plus petites et plus sombres. Nous nous sommes arrêtés devant un vieux immeuble d'appartements construit il y a des décennies. La peinture jaune fanée sur la façade s'écaillait. L'escalier sombre empestait un mélange de nourriture. Cet endroit était le pôle opposé du luxe de la villa. Raoul m'a guidé jusqu'au 4e étage. Ses pas continuaient à être pressés. Il s'est arrêté devant un appartement avec une porte en fer rouillé. Il a frappé selon un rythme étrange. 3 coups courts, 2 longs. La porte s'est ouverte immédiatement de l'intérieur. J'étais essoufflé, presque incapable de respirer. La personne derrière la porte, la personne qui me regardait avec une expression de douleur et de chagrin indescriptible, était Marcos, mon frère. « Entre, sœur », a dit la voix profonde et rauque de Marcos. Il ne ressemblait en rien au commissaire principal sérieux ou au frère réticent de mon mariage ce matin. Maintenant, il n'était qu'un frère avec un regard rempli d'épuisement et d'inquiétude. Il m'a fait entrer. L'appartement était petit et très modeste, avec seulement une vieille table et des chaises, un lit pliant et une petite cuisinière à gaz dans un coin. Raoul n'est pas entré, il a simplement hoché légèrement la tête vers Marcos et a dit « J'ai déjà amené la jeune demoiselle. Je dois retourner immédiatement avant qu'il ne s'en aperçoive. » Marcos a hoché la tête, lui tapotant l'épaule. « Fais attention. » Dès que la porte s'est refermée, j'ai senti toutes mes forces me quitter. Mes jambes ont cédé et je me suis effondré sur le sol froid. Tout était arrivé trop vite, trop soudainement, comme un film d'horreur. Marcos, j'ai rampé pour m'accrocher à sa jambe. Qu'est-ce qui se passe, Hector? Comment va-t-il? Raoul a dit qu'il avait été drogué. Qui a fait ça? Qui veut nous faire du mal? Marcos m'a aidé à me relever et m'a assise sur l'unique chaise. Il m'a servi un verre d'eau tiède. Sa main tremblait légèrement. Il me regardait avec une expression si complexe que je ne pouvais pas la déchiffrer. Il est resté silencieux longtemps, comme s'il choisissait ses mots, quelque chose de très rare chez mon frère déterminé. « Alba » a-t-il dit d'une voix lourde. « Écoute-moi attentivement. Rien n'est ce qu'il semble. Tu dois rester calme. » Je ne peux pas rester calme. Dis-moi ce qui ne va pas. Hector, ça va? J'ai continué à m'accrocher à l'image de mon mari. Dans mon esprit, Hector était encore une victime, comme moi. Marcos a soupiré. Un long soupir douloureux. Hector va parfaitement bien. Il n'a pas été drogué. Il dort parce qu'il a trop bu le plus beau jour de sa vie. J'étais stupéfaite. Ce n'est pas possible. Raoul a dit. Raoul a dit qu'il avait été drogué. Raoul t'a menti. Marcos m'a regardé droit dans les yeux, brisant mon dernier espoir. Il devait te le dire pour que tu le suives. S'il t'avait dit la vérité, l'aurais-tu cru? Aurais-tu cru que ton mari, celui qui venait de te jurer un amour éternel, est un meurtrier? Le mot meurtrier était comme un coup de marteau sur ma tête. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Hector? Comment pourrait-il? Je n'osais pas finir la phrase. La famille d'Hector, le groupe courageux, a dit Marcos, sa voix froide comme l'acier. Ce ne sont pas des hommes d'affaires honnêtes. Que penses-tu? Cette façade est parfaite, mais à l'intérieur c'est une organisation criminelle impliquée dans la contrebande, le blanchiment d'argent et l'usure. Le père d'Hector, dont Damian, est un vieux renard rusé. Et Hector n'est pas un innocent fils de riche,
il est le bras droit de son père. Il est impliqué dans plusieurs affaires de recouvrement de dettes qui ont poussé des gens au désespoir. J'entendais chaque mot que disait Marcos clairement, mais mon esprit ne pouvait pas le traiter. L'homme tendre et chaleureux qui m'avait patiemment appris à jouer du piano, qui avait bravé la pluie pour m'apporter des médicaments à minuit. Il était un mafieux, un usurier. J'ai arrêté de pleurer. Je ne ressentais qu'une nausée montant de ma poitrine. Il s'avère que mes 2 années d'amour avaient été une farce. L'homme qu'elle aimait était un démon déguisé en ange. Je suis resté immobile. Le verre d'eau tiède dans ma main avait refroidi depuis longtemps. Elle ne pleurait pas. Je ne ressentais qu'un vide terrifiant. Pourquoi? Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Ma voix était si sèche qu'elle ne ressemblait pas à la mienne. Le jour où je te l'ai présentée, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Si je te l'avais dit, m'aurais-tu cru? Marcos m'a regardé avec pitié. Tu étais amoureuse de lui, aveuglément amoureuse. Je t'ai dit qu'il n'était pas une bonne personne et tu as été fâché contre moi pendant toute une semaine. Je n'avais pas de preuves, je ne pouvais pas parler. De plus, Marcos a hésité, s'est levé et s'est approché de la fenêtre, regardant la ruelle sombre en bas. La famille d'Hector est le cas le plus important sur lequel j'ai travaillé au cours de la dernière année. J'étais stupéfaite. Ton cas? Oui. Marcos s'est retourné. Le groupe courageux est une pieuvre. Ses tentacules atteignent partout. Ils ont de très bonnes protections. Pour obtenir des preuves, j'ai dû infiltrer quelqu'un. Raoul est l'un de mes agents. Il a travaillé comme chauffeur pour eux pendant 8 mois avec une identité complètement fausse. Une autre vérité est venue au jour. Raoul n'était pas un chauffeur normal. Marcos avait infiltré quelqu'un dans sa maison depuis longtemps. Tout était sous contrôle, a continué Marcos, sa voix lourde de fatigue, jusqu'à ce que tu apparaisses. Tu sais, Alba. Le jour où tu m'as dit que tu aimais Hector, j'ai presque craqué. Cette coïncidence est trop cruelle. La sœur du chef de l'enquête tombe amoureuse du fils du chef de l'organisation criminelle que j'enquête. C'est alors que j'ai compris. J'ai compris que l'opposition de Marcos n'était pas un préjugé, mais une vérité qu'il ne pouvait pas révéler. Mon amour s'est avéré être un incident mortel, une variable qui n'était pas dans son plan. Puis, le mariage a tremblé. Je n'ai pas pu l'arrêter, a dit Marcos, sa voix étouffée par l'émotion. Tu comprends, Alba. Ils sont très suspicieux. Le père d'Hector est un vieux renard rusé. Si j'avais utilisé mon pouvoir pour t'interdire de te marier, pour saboter le mariage, ils auraient immédiatement suspecté quelque chose. Ils auraient senti quelque chose d'étrange, coupé les liens, effacé toutes les preuves, et Raoul aurait été exposé. Tout le dossier, l'effort de tant de collègues, aurait été pour rien. J'ai compris. Marcos s'était retrouvé dans une situation impossible. D'un côté, sa seule sœur, de l'autre, la justice, le dossier auquel il avait consacré toute son énergie, et il avait dû laisser le mariage se dérouler. Il avait dû parier. J'ai parié, à regarder Marcos, les yeux injectés de sang, qu'il ne ferait rien lors de la nuit de noces. J'ai ordonné à Raoul de ne pas te perdre de vue une seconde, mais j'ai eu tort. J'ai sous-estimé leur cruauté. Je suis désolé, Alba. J'ai presque envoyé toi à ta mort. Il a baissé la tête, ses grandes mains serrées en poing, tremblantes. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon frère fort si impuissant. Je l'ai regardé et la peur initiale s'est transformée en quelque chose de plus, une vérité glaçante prenant forme. Tu te trompes, ai-je répété ces mots. Ce n'est pas qu'il n'allait rien faire. Il l'avait prévu depuis le début, n'est-ce pas? Ce soir, si Raoul n'était pas arrivé à temps, que m'aurait-il exactement arrivé? Marcos a levé la tête. Il ne me cachait plus rien. La vérité devait venir au jour, aussi cruelle soit-elle. Il ne prévoyait pas de te tuer tout de suite, Alba. Sa voix était glaciale. Que aurait-il gagné en te tuant? De plus, tu es la sœur du commissaire principal. Ta mort dans des circonstances suspectes soulèverait trop de questions. Ils avaient besoin de toi vivante, mais vivant dans l'humiliation, dans une vie pire que la mort. J'ai retenu mon souffle. Le plan dont Raoul m'a informé d'urgence il y a quelques heures était de te piéger dans un piège d'adultère. Adultère, a-t-elle froncé les sourcils. Le mot sonnait étrange et répulsif.
Oui, lors de ta propre nuit de noces, a dit Marcos, prononçant chaque syllabe, après que tu te sois endormi ou peut-être drogué, ils auraient fait entrer un inconnu, un homme qui avait été préparé à l'avance. Ils auraient tout préparé dans ta chambre, dans ton lit. Je me suis sentie nauséeuse. Mes mains ont commencé à trembler. Et puis Marcos a continué. Avant même que je puisse le traiter, Hector, ton vénérable mari, avec Isadora, ta charmante belle-mère, aurait fait irruption par hasard avec un groupe de personnes de confiance, peut-être des proches. Il t'aurait surprise en flagrant délit d'infidélité, il l'aurait enregistré, pris des photos. Mon Dieu, pourquoi, ai-je exclamé, incapable de croire ce que j'entendais. Pourquoi? Marco a laissé échapper un rire amer. Pour te contrôler. Pour ternir ton honneur, réfléchis-y. La sœur du commissaire principal de la police nationale, surprise en train de tromper lors de sa nuit de noces, serait un scandale de proportions sismiques. Je perdrais toute ma crédibilité, tout mon honneur, et ils utiliseraient ce scandale pour me faire pression, pour me forcer à être indulgent dans ce dossier, ou pire, pour faire de moi leur protecteur. Mon esprit tournait. Cette conspiration était trop tordue, trop cruelle. Ils ne voulaient pas seulement me détruire, leur cible ultime était Marcos. Je n'étais qu'un pion, un outil pour atteindre leur fin, mais ils en voulaient encore plus, a dit Marcos, son regard s'assombrissant. Isadora, t'a-t-elle fait signer des papiers récemment? Quelque chose appelé un accord prénuptial. Je me suis figé. Je me souvenais. Il y a une semaine, Isadora m'avait donné un dossier, disant que c'était une simple formalité familiale pour sécuriser mes biens à l'avenir. Elle m'avait dit gentiment que la belle-fille du groupe courageux devait avoir ses propres biens, que personne ne pouvait la rabaisser. Moi, perdu dans le bonheur, je lui ai fait confiance et j'ai signé sans lire attentivement. Oui, ai-je signé. J'ai dit, ma voix presque inaudible. Je le savais, a soupiré Marcos. Raoul a obtenu une photo du projet. Dans ces accords prénuptiaux, il y a une petite clause qui dit que si tu es en faute dans le mariage, spécifiquement pour infidélité, tout l'héritage laissé par tes parents te sera automatiquement transféré à Hector en compensation pour l'honneur endommagé. Un coup dévastateur. Je me suis affaissé sur la chaise. Il ne voulait pas seulement détruire mon honneur et la carrière de mon frère, il voulait aussi voler tout l'héritage que mes parents m'avaient laissé. 2 années de cour douce, un mariage de conte de fées. Il s'avère que tout était un piège, calculé dans les moindres détails, pour me transformer d'une heureuse mariée en une paria, dépouillée de son honneur, de sa famille et de son argent. Je me suis blotti sur la chaise dure. Le froid du sol en ciment montait, pénétrant ma fine robe de chambre. J'essayais encore de traiter ce plan. Le piège pervers d'adultère. Mais pourquoi, Marcos? J'ai levé les yeux vers mon frère, ma voix rauque, sans larmes pour pleurer. Juste pour ternir ma réputation, juste pour te faire pression. Valait-il la peine de monter une telle énorme comédie? Marcos a soupiré, me regardant avec une compassion infinie, le regard d'un adulte expliquant une dure réalité à un enfant. Alba, ton honneur, ma carrière. Ce n'était que la première étape. Leur objectif ultime n'était jamais ces choses. Leur objectif ultime est l'héritage. Héritage. J'ai froncé les sourcils. Quel héritage? Je n'ai rien d'autre. Je me suis soudain arrêté. Je me suis souvenu de l'héritage que mes parents m'avaient laissé. Une vieille maison au centre-ville et une somme considérable en épargne et en actions, suffisante pour vivre confortablement le reste de ma vie sans dépendre de personne. Marcos, voyant mon expression, a su que j'avais compris. Il a dit lentement, Isadora, t'a-t-elle fait signer des papiers récemment? Quelque chose appelé contrat de mariage. Un souvenir a brillé dans mon esprit, clair comme de l'eau. C'était un après-midi la semaine dernière. C'était une belle journée. Isadora m'a appelé dans son salon de thé privé avec ses meubles en acajou coûteux, a pris ma main et m'a mis un bracelet de jade qui était d'un vert profond, brillant et translucide. Je me souviens encore de ses paroles, sa voix chaleureuse et affectueuse. Chère Alba, moi aussi j'ai été orpheline jeune et je n'avais pas de fille. Depuis que tu es arrivée, je te considère comme ma propre fille. Bientôt tu feras officiellement partie de cette famille et je veux que tu tiennes la tête haute, et que personne ne te regarde de haut. À ce moment-là, j'ai été ému aux larmes. Il m'a tendu un dossier,
disant que c'était juste une affaire familiale. Il me l'a expliqué. Ce sont des contrats de mariage. Ne pense rien d'étrange, chérie. C'est parce que ton beau-père est très prévoyant. Il veut protéger tes biens. Ainsi, ce qui est à toi restera à toi, pour que tu aies confiance et que personne ne puisse en profiter. Et j'y ai cru. J'ai fait confiance aveuglément à cette belle-mère compréhensive qui m'avait si bien traité. J'ai signé ce dossier épais sans lire un seul mot. Maintenant, en regardant en arrière, j'ai réalisé à quel point j'avais été incroyablement stupide. Tremblante, j'ai raconté l'histoire à Marcos. Son visage s'est assombri, perdant toute couleur. Je le savais. Je le soupçonnais. Raoul a réussi à photographier le projet, mais il n'a pas pu t'empêcher de signer à temps. Sais-tu ce que tu as signé, Alba? J'ai secoué la tête. Les larmes ont recommencé à couler. Dans ces capitulations, a dit Marcos, avec la voix ferme d'un juge prononçant une sentence, il y a une très petite clause sur la dernière page qu'elle a pliée exprès. Cette clause stipule clairement que si tu es la partie coupable dans le mariage, spécifiquement pour un acte d'infidélité, tous les biens hérités de tes parents seront automatiquement transférés à ton mari, c'est-à-dire à Hector Valiant. En compensation pour le dommage à l'honneur et la souffrance morale. J'étais figé. Les deux plans diaboliques s'emboîtaient maintenant parfaitement, formant un piège impeccable. La comédie du piège d'adultère lors de la nuit de noces n'était pas seulement pour détruire mon honneur et celui de Marcos, c'était la clé, le déclencheur pour que cette clause entre en vigueur. Ils m'auraient laissé moralement ruiner puis légalement voler tous mes biens. Ils appelaient cela compensation pour l'honneur. Hector, le mari qu'elle aimait. Isadora, la belle-mère qu'elle respectait. Ils n'étaient pas humains, ils étaient des démons. Je suis resté comme ça, immobile sur la chaise dure, jusqu'à ce que l'aube se lève. La maison sécurisée de Marcos était dans un vieil immeuble d'appartement. Je pouvais entendre les gens aller au marché, le système de sonorisation du quartier, un enfant qui pleurait, les sons de la vie quotidienne, qui maintenant semblaient un luxe inaccessible. Je n'avais pas dormi une seule seconde. Mon esprit était un chaos de dégoût, de douleur et de rage. Marcos aussi a passé la nuit éveillé avec moi. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste silencieusement préparé un verre de lait chaud pour moi et s'est assis à son bureau en s'occupant de questions de travail par téléphone. De temps en temps, il me donnait un regard plein d'inquiétude. Quand le soleil était haut dans le ciel, Marcos a soudain dit « Viens voir ça ». Le moment est venu. Je me suis approché, perplexe. Marcos a ouvert son ordinateur portable. L'écran montrait une image du salon de la villa, claire jusqu'au dernier détail. Comment ça marche? J'ai tremblé. Raoul l'a installé, a répondu Marcos succinctement, juste sous le lustre. Il ne penserait jamais qu'un simple chauffeur puisse faire quelque chose comme ça. Regarde, le spectacle commence. J'ai fixé l'écran. Le somptueux salon avait encore quelques restes de serpentin du mariage d'hier. Un silence mortel. Soudain, la porte de notre suite nuptiale au 2e étage s'est ouverte brutalement. Hector, mon mari d'il y a quelques heures, s'est enfui. Il portait encore son pyjama en soie coûteux, les cheveux ébouriffés, le visage rempli d'un désespoir fin. Il est descendu en criant. Sa voix, à travers le microphone caché, sonnait un peu métallique. « Alba, où es-tu » Il a couru partout dans le salon en soulevant les coussins du canapé, criant mon nom. À ce moment-là, Isadora est aussi sortie de sa chambre en portant une robe de chambre en velours. Elle a mis une main sur sa bouche d'une voix endormie. « Qu'est-ce qui se passe, fils ?» Tant de remue-ménage si tôt et ta femme n'est même pas descendue préparer le petit déjeuner. Hector a couru vers elle, lui saisissant la main, sa voix sur le point de se briser. Maman, Alba a disparu. Je me suis réveillé et elle n'était pas là. Maman a disparu. Et puis est venu le climax de la performance. Isadora, la femme distinguée que j'avais admirée, a roulé des yeux et mis une main sur sa poitrine. Mon Dieu, a-t-elle crié dans une lamentation. Quelle folie ma belle-fille a-t-elle faite? Ou a-t-elle été kidnappée? Ayant dit cela, elle s'est effondrée au sol inconsciente. Maman! Maman, a crié Hector, courant à son secours. La bonne est sortie de la cuisine et la scène est descendue dans un chaos absolu. Hector,
tout en secouant sa mère, s'est retourné et a frappé un vieux vase en céramique qui était à côté de lui. Le vase s'est brisé. Alba, où es-tu? Ne m'effraie pas. Reviens. J'ai observé tout cela à travers l'écran de l'ordinateur. Si je ne connaissais pas la vérité, j'aurais probablement cru. J'aurais pensé que c'était un mari en deuil de la perte de sa femme, une belle-mère désespérée pour sa belle-fille. Ils ont joué trop bien, trop parfaitement. La comédie à la villa a continué pendant presque 1 heure, et Sadora, après avoir repris connaissance, s'est assise sur le canapé en pleurant de manière incontrôlable, appelant une personne après l'autre au téléphone. Pendant ce temps, Hector continuait à faire les 100 pas dans la pièce, se tenant la tête et frappant le mur de temps en temps, une représentation parfaite de la douleur et du désespoir. Il joue pour la bonne, a dit Marcos d'une voix glaciale. Il crée un alibi, construisent l'histoire que la nouvelle mariée avec des problèmes psychologiques s'est enfuie lors de sa nuit de noces. Tout doit être parfait avant de passer à l'étape suivante. Juste à ce moment-là, le téléphone personnel de Marcos, celui qu'il utilisait pour les affaires familiales, a commencé à sonner. Marcos a regardé l'écran et me l'a montré. Les 2 mots, appel d'Hector, clignotaient. J'ai senti mon cœur sauter un battement, comme si quelqu'un le serrait. Instinctivement, j'ai fait un pas en arrière. Veux-tu écouter? A demandé Marcos, me regardant intensément. Tu dois écouter, Alba. Tu dois entendre quel genre de personne tu as épousé. Tu dois écouter pour ne plus te faire d'illusions. Sans attendre ma réponse, Marcos m'a fait signe de rester absolument silencieuse. Puis il a appuyé sur le bouton de réponse et a mis le haut-parleur. Il s'est éclairci la gorge, forçant une voix endormie. Dis-moi, Hector, pourquoi appelles-tu si tôt? Sa voix sonnait encore aussi proche et chaleureuse que celle d'un vrai beau-frère. Immédiatement, une voix paniquée et sanglotante s'est fait entendre de l'autre côté. Marcos, Marcos, aide-moi. Alba. Alba. Elle. La voix d'Hector était brisée par les pleurs. Qu'est-ce qui arrive à Alba? Marcos a élevé la voix d'un ton profond. Calme-toi et dis-moi. Vous vous êtes disputés hier soir, Hector s'est empressé de nier. Nous allions très bien hier soir, mais ce matin je me suis réveillé et elle n'était pas là. J'ai cherché partout dans la maison, ses affaires, son téléphone, son portefeuille, tout est ici. Elle est la seule qui a disparu. Je suis resté là, m'accrochant fermement au bord de la table. J'avais entendu cette voix pendant 2 ans. J'avais pensé que c'était la voix la plus chaleureuse du monde, mais maintenant, en l'entendant par le haut-parleur, cela me donnait la chair de poule. Il jouait trop bien. La panique et le désespoir dans sa voix n'étaient pas du tout faux. Si je ne connaissais pas la vérité, je l'aurais sans aucun doute cru. Je me serais senti coupable de l'avoir inquiété. J'ai regardé Marcos. Son visage est resté impassible, comme un iceberg. Hector de l'autre côté continuait à s'évanouir. Marcos, j'ai très peur. Elle a ses problèmes. J'ai peur qu'elle ait fait quelque chose de stupide. Ou qu'elle ait été kidnappée. Frère, tu es policier, tu as des connexions. Aide-moi. Aide-moi à trouver ta sœur. Il avait habilement mentionné mes prétendus problèmes et le fait que Marcos était policier. Il tendait un piège, voulant impliquer mon frère dans l'histoire qu'il avait lui-même concoctée. J'ai regardé Marcos, attendant sa réaction. Marcos est resté silencieux pendant quelques secondes, un silence calculé. Puis il a dit d'un ton plein d'inquiétude et d'angoisse. Reste calme, reste où tu es. Ne touche à rien dans la chambre. Je viens tout de suite. Je vais aller voir quelle est la situation. Marcos a raccroché avec une expression impassible terrifiante. Moi, par contre, je tremblais. Tu vas vraiment bégayer? Tu ne peux pas. C'est dangereux. C'est un piège. Tu y vas seul. Marcos m'a regardé et a éclaté de rire, un rire glacé. Ma sœur idiote. Penses-tu que ton frère est assez stupide pour entrer dans l'antre du lion? Il m'a tapoté la tête. Je n'y vais pas. Au moins ton beau-frère n'ira pas. J'étais perplexe et ne comprenais pas. Marcos s'est assis et s'est versé un autre verre d'eau. Pourquoi m'appelle-t-il? Pour que moi, en tant que membre de la famille, je ne m'enfuis pas dans la panique. Ils me raconteraient leur histoire en larmes.
Ils inventeraient la version qu'Alba a des problèmes psychologiques et s'est enfuie. Veux-tu que je confirme cette histoire pour la légitimer aux yeux du monde? Veux-tu que je participe à ta pièce sur la recherche de ma sœur? J'ai commencé à comprendre. Ils veulent que tu croies que je suis parti de mon propre chef. Exact. Marcos a hoché la tête. Si le commissaire principal de la police nationale le croit, alors quand ils diffuseront la vidéo du piège d'adultère qu'ils pensent avoir enregistré, ils diront que moi, par honte, j'ai commis un acte fou ou disparu. Tout s'emboîterait parfaitement. Ils obtiendraient tes biens et en même temps me neutraliseraient. Ils tueraient 2 oiseaux d'une pierre. Alors, que faisons-nous maintenant? Je me sentais minuscule face à cette conspiration. Ils ont oublié une chose, a dit Marcos. Il s'est levé et a pris le téléphone fixe noir, le téléphone sécurisé de la police. Ils voulaient appeler leur beau-frère, mais la personne qu'ils ont appelée était le commissaire principal de la police nationale. Marcos n'a pas rappelé Hector. Il a composé un autre numéro. Sa voix a changé instantanément. Il n'était plus le frère chaleureux, mais un commandant décisif, clair et autoritaire. Le commissaire Marcos a dit ceci au téléphone, le standard. Rapport de situation. Je viens de recevoir un rapport d'une disparition grave à la villa numéro 28 de la rue Hercule. La victime est Alba Jiménez, 26 ans. Ma sœur. Oui, ma sœur. Marcos a fait une pause et a continué comme s'il donnait un ordre. Je soupçonne que ce n'est pas une simple disparition. Cela pourrait être un enlèvement ou un homicide. J'exige que la brigade d'investigation criminelle et l'équipe de police scientifique soient envoyées immédiatement en coordination avec le commissariat de district. Bouclez le village, fouillez-le de fond en comble, prenez les dépositions de tout le monde, surtout d'Hector Valiant et d'Isadora de la Fuente. N'omettez aucun détail, c'est un ordre. Marcos a raccroché. Je suis resté la stupéfaite. J'ai compris. J'ai compris la manœuvre de mon frère. Il voulait mettre en scène un drame familial. Marcos l'a transformé en une affaire criminelle grave. Il voulait le cacher. Marcos a envoyé des gens pour tout retourner. C'était leur contre-attaque. Marcos m'a ramené à l'écran de l'ordinateur. Maintenant pour profiter du spectacle. Nous avons fixé l'écran. Hector et Isadora continuaient à performer avec une grande dévotion dans le hall. Hector faisait les 100 pas, se touchant les cheveux, jetant parfois un regard vers la porte, attendant sûrement l'arrivée de son beau-frère. Soudain, par la porte principale de la villa, que la caméra pouvait focaliser, la voiture privée de Marcos n'est pas apparue, mais 2 voitures de police avec leurs sirènes hurlantes sont entrées directement dans la cour. À travers l'écran, j'ai clairement vu Hector, qui était près de la fenêtre, se figer. Adora, qui était allongée faiblement sur le canapé, a sauté comme un ressort. Son visage est passé du chagrin à la panique. La pièce semblait avoir dévié du scénario. Tout s'est passé exactement comme Marcos l'avait prédit. Les 2 voitures de police avec leurs lumières clignotantes ont complètement brisé le silence et le scénario que Hector et Isadora construisaient soigneusement. J'ai vu Hector courir depuis la fenêtre. Son visage ne montrait plus de douleur, mais une panique et une confusion impossibles à cacher. Il a couru vers la porte principale, interceptant le groupe d'officiers de police qui entrait. À travers le microphone caché, le son est venu un peu déformé, mais clair. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a donné la permission d'entrer ici? A crié Hector, perdant son calme habituel. Un officier en civil, qui semblait être le chef d'équipe, a calmement exhibé un morceau de papier. Nous avons un mandat de perquisition d'urgence. Nous avons reçu un rapport de disparition grave avec des indications de crime à cette adresse. La victime est mademoiselle Alba Jiménez. Je vous demande de coopérer. Disparition. Hector était stupéfait. Ma femme, oui. Ma femme n'est pas apparue. Mais il était sur le point d'avertir son frère. Il est le commissaire principal. Pourquoi cette hâte? Il continuait à s'accrocher au bouée de sauvetage qu'était Marcos. Le chef d'équipe n'a pas changé d'expression. C'est le commissaire Marcos lui-même qui nous a ordonné de venir. Il soupçonne que sa sœur a été victime d'un crime. Veuillez vous écarter pour que nous puissions faire notre travail. Police scientifique, prise de déposition. Tout le monde dans cette maison, des propriétaires au personnel,
doit coopérer. Ayant dit cela, les officiers se sont dispersés dans le village. Je les ai vus monter à l'étage, se dirigeant directement vers notre suite nuptiale. Une autre équipe est allée à la cuisine et une autre au jardin. Isadora semblait réagir à ce moment. Elle a descendu les escaliers en chancelant. Elle ne pleurait plus. Son visage était blanc comme du papier. Que pensez-vous qu'ils font? Il tremblait. C'est ma maison. Mon mari est le président du groupe courageux. Ils n'ont aucun droit. Madame. Le chef d'équipe a maintenu son attitude. Nous accomplissons notre devoir. Je vous demande, à vous et à Monsieur le Brave, de vous asseoir. Nous devons prendre leur déposition immédiatement. Quand mademoiselle Alba Jiménez a-t-elle disparu? Qui a-t-elle rencontré avant de disparaître? Avait-elle un conflit avec quelqu'un? Hector et Isadora ont été forcés de s'asseoir sur le canapé, juste devant la caméra cachée. Leur visage était livide. Ils se sont regardés avec une terrible peur dans les yeux. Leur scénario était celui d'une mariée fugitive. Mais maintenant la police enquêtait sur un possible homicide ou enlèvement. Ils avaient perdu le contrôle de la situation. Juste à ce moment-là, le téléphone de Marcos a sonné à nouveau. Encore. C'était Hector. Marcos a souri. Un sourire glaçant a remis le haut-parleur. Marcos, cette fois Hector n'a pas reniflé, mais a rugi un rugissement plein de colère et de manque de contrôle. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Pourquoi as-tu envoyé la police chez moi? Veux-tu causer une scène? N'es-tu pas inquiet que ta sœur soit exposée? » Marcos a répondu calmement, d'un ton sérieux et inquiet. « Hector, calme-toi, je panique aussi. Je viens de t'appeler et tu n'as pas répondu. Ma sœur a disparu. Je suis son frère. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je dois utiliser tous les moyens à ma disposition pour la trouver. Ne t'inquiète pas. J'ai envoyé ma meilleure équipe. Tu dois coopérer avec eux. Ils trouveront Alba tout de suite. Ne t'inquiète pas. » Ayant dit cela, Marcos a raccroché sans donner à Hector une chance de dire autre chose. J'ai regardé mon frère, me sentant un peu distante de lui. Il avait tout calculé. Il avait mis Hector et sa mère dans une situation sans issue. Il voulait jouer un drame familial. Il a utilisé la loi. Il voulait le cacher. Il a envoyé des gens pour tout retourner. L'arrivée de la police avait transformé le village en un nid de frelons. Je suis resté assise et j'ai fixé l'écran, regardant la police entrer et sortir, prendre des notes et des photos. Ils examinaient la scène de crime. Ma suite nuptiale. Hector et Isadora étaient retenus dans le hall pour interrogatoire. Le visage d'Hector est passé du vert au blanc, il passait constamment sa main sur son visage, un geste familier qu'il faisait quand il était nerveux. Je la trouvais autrefois adorable, maintenant je ressentais seulement du dégoût. Maintenant ils sont confus, a dit Marcos sans quitter l'écran des yeux. Ils ne comprennent pas comment tu as pu disparaître avant que leur plan ne commence. Ils se demandent où tu es allé et qui t'a aidé. Soudain je me suis souvenu de quelque chose, un détail terrifiant de leur plan. Marc, ai-je demandé, tremblante. L'homme qu'ils avaient préparé pour entrer dans ma chambre, où est-il maintenant? J'étais terrifié à l'idée de ce qui serait arrivé si Raoul était arrivé un peu plus tard, si je ne m'étais pas réveillé. Marcos s'est tourné pour me regarder, mais n'a pas répondu immédiatement. Il m'a versé un autre verre d'eau. Chérie, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Lui, comme toi, a disparu. J'ai levé brusquement la tête. Comment? Marco a légèrement souri, un sourire que je n'avais jamais vu sur lui auparavant. Penses-tu que ton frère est l'un de ceux qui réagissent passivement? J'ai appris le piège d'adultère hier grâce au rapport de Raoul. Je ne pouvais pas te laisser là-bas seul, mais je ne pouvais pas non plus intervenir directement car cela aurait exposé l'enquête. J'ai dû laisser le travail commencer. Alors, tu as envoyé l'un des tiens pour incarner l'homme qu'ils avaient engagé. L'homme qu'ils avaient engagé était un toxicomane. Facile à contrôler, a dit Marcos avec le même calme avec lequel on parle du temps. J'ai fait traiter mes hommes avec lui ailleurs, et l'un de mes agents, Félix, un policier courageux, l'a incarné et a pris la mission d'entrer dans ta chambre. Ma bouche s'est ouverte. Le plan était trop audacieux.
La mission de Félix, a continué Marcos, était de te protéger si Raoul échouait à te faire sortir. Félix t'aurait immobilisé, mais pour te protéger. Et dès que Raoul t'a fait sortir saine et sauve, Félix est immédiatement parti par la sortie de secours. Il a disparu en même temps que toi. Maintenant je comprenais tout. Marcos avait tout prévu, même le pire scénario. Alors maintenant j'ai dit, mon esprit recommençant à fonctionner. Hector et sa mère ont non seulement perdu la petite amie, mais aussi l'amant présumé. Exact. Marcos a hoché la tête avec un éclat rusé dans les yeux. Maintenant c'est quand ils paniquent vraiment. Ils ne peuvent pas expliquer à la police que leur femme a disparu et que l'amant qu'ils ont engagé pour la piéger a aussi disparu. Tu comprends? Ils se sont piégés dans leur propre filet. J'ai éclaté de rire. Un rire déformé mêlé de larmes. Leur cruauté et le calcul méticuleux de mon frère. Hector et Isadora étaient maintenant piégés dans leur propre maison. Ils ne pouvaient pas dire la vérité, mais ils ne pouvaient pas non plus inventer un mensonge crédible. La police retournait tout en cherchant une victime d'enlèvement. Ils faisaient exactement ce que Marcos voulait. Ils enquêtaient eux-mêmes sur les auteurs du crime. Ce jour-là, le village des Braves était sous surveillance policière. Marcos et moi, depuis la maison sécurisée, suivions chaque mouvement. Hector et Isadora ont été interrogés plusieurs fois. Leurs visages sont passés de la panique à l'épuisement puis à la colère contenue. Ils devaient jouer le rôle de victimes qui avaient perdu un être cher, apparaissant coopératifs avec la police alors qu'en réalité ils étaient des bêtes acculées. À la tombée de la nuit, la police s'est partiellement retirée, ne laissant que quelques officiers gardant l'entrée. La situation semblait s'être calmée. Épuisé, je me suis endormi sur le lit pliant. Quand je me suis réveillé, il faisait déjà nuit. Marcos était encore là devant l'ordinateur, mais l'écran ne montrait plus les caméras, mais plutôt divers réseaux sociaux. Tu t'es réveillé. Mange de la soupe. Marcos a montré une casserole de soupe qu'il venait de faire. Je ne suis pas un bon cuisinier. Mange ce qu'il y a. J'ai pris le bol de soupe chaude, ressentant une chaleur réconfortante. Cela faisait longtemps, depuis la mort de mes parents, que je n'avais pas senti mon frère s'occuper de moi comme ça, mais je savais que la situation n'était pas aussi simple que cette soupe. Qu'est-ce qui se passe, Marcos? Qu'est-ce que tu regardes? Ai-je demandé. Marcos, sans se retourner, a dit d'une voix grave, ils ont commencé à jouer sale, Alba. Puisqu'ils ne peuvent pas utiliser la police, ils utilisent les médias. Marcos a tourné l'écran de l'ordinateur vers moi. C'était une page Facebook, l'une de ces pages de potins avec des centaines de milliers d'abonnés. Un post épinglé il y a une heure avait un titre sensationnel. L'héritier du 5e groupe se marie, et son propre frère, un haut-officier de police, l'enlève pour empêcher le mariage avec un homme riche. L'article racontait une histoire larmoyante, que moi, Alba Jiménez et Hector Valiante nous aimions profondément, mais que mon frère, le commissaire principal Marcos, s'y opposait fortement. La raison était que Marcos voulait que j'épouse une autre famille, une avec de l'influence, pour avancer dans sa carrière. Malgré l'opposition, Hector et moi avons avancé. Le mariage était la fin heureuse, mais lors de la nuit de noces, le frère autoritaire a envoyé ses hommes pour kidnapper sa propre sœur afin de séparer les amants. L'article incluait des photos volées du mariage, une d'Hector et moi souriant joyeusement, et une autre de Marcos, avec un visage sérieux, dans un coin. En dessous, des milliers de commentaires apparaissaient. Mon Dieu, dans quel siècle vivons-nous pour qu'il y ait un frère comme ça? Pauvre jeune mariée, quel beau couple. Le frère a probablement peur que si elle épouse un homme riche, il ne pourra plus le soutenir. Un commissaire principal abusant de son pouvoir. Cela doit être enquêté. J'ai lu cela et mes mains et pieds tremblaient. Comment? Comment pouvait-il inventer quelque chose d'aussi outrageant? C'est une campagne de diffamation, a dit Alba Marcos, son visage restant impassible. Ils n'ont pas besoin de la vérité, ils ont juste besoin d'une histoire choquante qui manipule l'opinion publique. Ils veulent me transformer d'un serviteur public en un tyran qui abuse de son pouvoir. Ils veulent utiliser l'opinion publique pour me faire pression. J'ai compris. Ils essayaient de retourner la situation. Voulaient-ils transformer Marcos l'enquêteur? Dans le cas de la personne enquêtée, si l'opinion publique croyait cette histoire, la réputation de Marcos serait sérieusement affectée.
Ses supérieurs devraient intervenir, et alors son enquête pourrait être suspendue. C'était un coup de maître, et un trait cruel. Le lendemain matin, alors que je ne m'étais pas encore remise des commentaires venimeux des internautes, Marcos m'a montré quelque chose d'encore plus terrible. Ils ont commencé avec l'événement principal, a-t-il dit. Marcos a ouvert un lien vers une diffusion en direct. L'écran montrait le salon de la villa, mais ce n'était pas l'image de la caméra cachée de Raoul, mais plutôt d'une caméra professionnelle. Isadora, ma belle-mère, était assise dans un fauteuil roulant. J'étais stupéfaite. Fauteuil roulant, mais elle pouvait marcher parfaitement. À l'écran, Isadora semblait émaciée, méconnaissable. Elle ne portait pas de maquillage. Ses cheveux, habituellement attachés en un chignon élégant, tombaient maintenant lâches, montrant plus de cheveux gris. Elle portait un vieux pyjama. Ses yeux étaient gonflés et elle serrait fermement une photo de notre mariage. À côté d'elle se trouvait Hector, avec des cernes sous les yeux et plusieurs jours de barbe. Il nourrissait tendrement sa mère d'une cuillère de purée. Un journaliste d'une chaîne d'information de divertissement était assis devant eux avec une voix compatissante. « Madame, pourriez-vous s'il vous plaît vous calmer et dire au public ce qui est arrivé à votre famille ?» Isadora a levé les yeux, 2 rangées de larmes coulant sur ses joues. Elle a secoué la tête, sa voix faible et tremblante. « Je ne sais pas, mademoiselle, je suis dévastée. Ma belle-fille Alba était comme ma propre fille. Il l'aimait parce qu'elle était orpheline, il la choyait comme si elle était en verre, et pourtant elle a commencé à sangloter. Hector l'a serrée par les épaules. « Maman, ne pleure plus. Tu dois prendre soin de toi. Si Alba revient et te voit comme ça, elle sera très triste. » Ayant dit cela, elle a levé les yeux vers la caméra avec des yeux rouges. « S'il vous plaît, aidez-moi à trouver ma femme. » Je ne sais pas ce que Marcos, son frère, pourrait lui avoir dit. Il s'est opposé à notre relation depuis le début. Je n'ai peur que de ce qu'il l'ait emmené. « Alba, où es-tu ? Reviens-moi. » Le journaliste a rapidement approché le microphone d'Isadora. Cela signifie-t-il qu'il y a eu intervention du frère de la mariée? Isadora a hoché la tête, son visage baigné de larmes. Oui, mademoiselle. Marcos a beaucoup de pouvoir. Elle ne voulait pas que sa sœur épouse mon Hector. Il a dit que notre famille, parce que nous étions propriétaires d'entreprise, n'était pas digne. Il a fait pression et lors de leur nuit de noces a envoyé des gens pour l'emmener. Il a même envoyé la police fouiller ma maison comme si nous étions des criminels. Mon Dieu, mon fils est un homme bon, il aime sa femme follement. Maintenant ma belle-fille a disparu et je suis tombé malade du choc. J'ai perdu la mobilité de mes jambes. Ma famille est dévastée, a-t-elle crié dans un hurlement déchirant. Hector a aussi enfoui son visage dans ses mains, ses épaules tremblantes. La scène. Une mère au cœur brisé qui a perdu sa belle-fille au point de devenir paralysée, un mari désespéré cherchant sa femme. C'était parfait, sans défaut. Je suis resté là pétrifié. La diffusion en direct avait des dizaines de milliers de spectateurs. Les commentaires explosaient. Mon Dieu, quel commissaire maléfique. C'est un abus de pouvoir, cela doit être enquêté. Pauvres mère et mari, rendez-leur leur femme. L'opinion publique avait été complètement manipulée. Marcos, d'un héros, était devenu le méchant, un frère tyrannique qui abusait de son pouvoir. J'ai regardé Marcos, son visage est resté impassible, mais j'ai vu que ses mains étaient serrées en poing avec les veines saillantes. La diffusion en direct d'Isadora s'est terminée au milieu de ses sanglots étouffants et de mon indignation totale. À un moment donné, il avait cassé le verre qu'il tenait. Le verre a coupé ma peau, du sang a jailli, mais je n'ai ressenti aucune douleur. Comment cette douleur physique pouvait-elle se comparer à la douleur dans mon cœur? Une femme qui hier encore tenait ma main et m'appelait fille, aujourd'hui pouvait s'asseoir dans un fauteuil roulant et mettre en scène une farce de paralysie pour me diffamer moi et mon frère. Sa cruauté ne connaissait pas de limite. Marcos a crié. Pour la première fois, j'ai osé élever la voix contre mon frère. Regarde, regarde-la, elle ment, elle joue. Pourquoi les laisses-tu faire ce qu'ils veulent? Pourquoi ne les arrêtes-tu pas tous? Marcos ne m'a pas regardé. Ses yeux sont restés fixés sur l'écran de l'ordinateur, où la diffusion s'était terminée, mais les commentaires continuaient à apparaître, remplis d'insultes dirigées contre lui. Il est resté silencieux,
Un silence terrifiant. Il a attendu que je finisse de crier, jusqu'à ce que je sois épuisé et m'effondre au sol. Seulement alors il s'est lentement retourné. « Tu es en colère ?» a-t-il demandé calmement. « Si tu es en colère, cela signifie que tu as perdu, Alba. » J'ai levé les yeux vers lui à travers un voile de larmes. « Que veux-tu dire ? Toute la société nous comprend mal. Tu es sur le point de perdre ton travail et ils m'ont transformé en une fugitive folle. Nous avons perdu. » Marcos a secoué la tête. Il s'est levé, est venu vers moi et m'a donné une serviette propre. « Nettoie ton sang et écoute-moi. » Il m'a aidé à m'asseoir sur la chaise. « Sais-tu ce qu'est une épée à double tranchant ? Quand ils ont décidé d'utiliser la presse jaune et l'opinion publique pour m'attaquer, ils marchaient eux-mêmes sur une corde raide. Je ne comprenais toujours pas. » Marcos s'est assis en face de moi. Son calme m'a progressivement rassuré. Plus leur performance est tragique, plus elle semble pitoyable dans son fauteuil roulant, plus les cris d'Hector semblent réels, plus leur chute sera douloureuse quand la vérité viendra au jour. Alba m'a regardé non plus avec les yeux d'un frère, mais avec ceux d'un policier. Ils se sont eux-mêmes mis sur une grande scène. Ils pensent être les réalisateurs. Mais ils ont oublié que le public n'est pas seulement composé de gens crédules, le public est aussi la loi. J'ai commencé à comprendre. Marcos n'était pas passif. J'attendais, attendant qu'ils agissent, qu'ils se placent au pinacle de la sympathie publique. Veulent-ils utiliser l'opinion publique pour faire pression sur mes supérieurs ? A continué Marcos. Et ils ont réussi. J'ai reçu un appel ce matin. J'ai été temporairement suspendu de mes fonctions pour clarifier ces rumeurs d'abus de pouvoir. Mon dossier a aussi été suspendu. Quoi ? J'ai paniqué à nouveau. Alors, ils ont gagné. Marcos a souri froidement. C'est exactement ce que je voulais. Être suspendu, je ne suis plus lié par ma position. Je ne suis plus le commissaire principal poursuivant des criminels. Il a fait une pause, me regardant directement dans les yeux avec un éclat terrifiant. Maintenant je ne suis qu'un frère cherchant justice pour sa sœur, tu comprends ? Ils m'ont donné la parfaite excuse pour agir en mon propre nom. Après que Marcos ait été suspendu de ses fonctions, il avait encore plus de temps pour être avec moi à la maison sécurisée, mais son calme me rendait nerveuse. Pendant plusieurs jours, Marcos lisait seulement, cuisinait et regardait les nouvelles. Les nouvelles sur le scandale du commissaire principal continuaient à être un foyer sur Internet. Hector et Isadora étaient devenus des symboles des victimes opprimées par le pouvoir. Ils avaient même reçu de nombreuses donations de personnes charitables. Je l'ai vu et me suis sentie nauséeuse. Marcos, par contre, souriait seulement. « Tu ne vas vraiment rien faire. » Je ne pouvais plus le supporter. « Vas-tu les laisser s'en tirer ? Ton dossier est en suspens. Cela signifie-t-il qu'ils sont libres ? Qui t'a dit qu'ils s'en étaient tirés ? » Marcos a fermé le livre. Ils creusent leur propre tombe. Sais-tu ce qu'une bête blessée fait ? Elle retourne dans son antre pour lécher ses blessures. Mais le vieux renard de la famille courageuse ne fera pas cela. Il commencera à déplacer des actifs, à effacer des preuves, parce qu'il croit que mes mains sont liées, que je ne peux rien lui faire. Marcos s'est levé, a regardé par la fenêtre, et c'est le moment pour notre coup final. Veulent-ils performer devant un public ? Non. D'accord. Je leur donnerai une scène encore plus grande. Que veux-tu dire ? Je l'approcherai demain, a dit Marcos, sa voix profonde et claire, j'appellerai une conférence de presse. Une conférence de presse officielle en mon nom personnel pour clarifier les rumeurs des derniers jours. Mon cœur a sauté un battement. Une conférence de presse au milieu de cette tempête. Es-tu fou ? Que vas-tu dire ? T'excuser ou te défendre ? Qui va te croire maintenant ? Je ne vais pas me défendre. Marcos s'est retourné, plaçant ses mains sur mes épaules. Son regard était ferme. Je ne vais pas parler. Tu vas parler, Alba. Je suis resté sans voix, faisant un pas en arrière. Non, je ne peux pas. Que vais-je dire là-bas ? Que mon mari m'a piégé ? Que ma belle-mère fait semblant d'être paralysée ? Qui va me croire ? Ils diront que je suis folle, comme ils le disent déjà. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup, Alba.
La voix de Marcos était calme, mais elle portait le poids d'une tonne. Ce n'est plus seulement ton affaire, ni seulement la mienne. Ils ont utilisé l'opinion publique pour attaquer l'honneur d'une institution entière. En tant que policier, même si je suis suspendu, je dois répondre de cela, et toi, en tant que victime, es la seule qui puisse dire la vérité. Marcos m'a mené à une chaise. Réfléchis-y. Si tu restes silencieuse maintenant, si nous restons tous les deux silencieux, que se passera-t-il? L'étiquette de fiancée fugitive te hantera pour le reste de ta vie. Mon enquête sera classée pour toujours. Ces criminels vivront paisiblement avec l'argent qu'ils t'ont volé et continueront à commettre des crimes. Est-ce ce que tu veux? Je suis restée silencieuse. Je ne le voulais pas. Je les haïssais, mais j'avais peur. J'avais vraiment peur. Peur d'affronter une foule. Peur des flashs, des questions sondants. Peur qu'ils me regardent comme un monstre. Une menteuse. Comme s'il lisait mes pensées, Marcos a pris ma main. Tu n'as pas besoin de jouer. Tu n'as pas besoin de pleurer comme Isadora. Tu n'as besoin que d'une chose, a-t-il dit, en insistant sur le mot. La vérité. Tu dois juste dire la vérité. La vérité, Alba, est l'arme la plus puissante. Elle est plus forte que n'importe quelle comédie qu'Isadora pourrait mettre en scène. Me fais-tu confiance? J'ai regardé dans les yeux de Marcos, ces yeux qui m'avaient protégé pendant tant d'années. J'ai pris une profonde inspiration. Cette fois je ne pouvais pas me cacher derrière lui. Je devais me battre pour moi-même. Je le ferai. Cette nuit-là je n'ai pas pu dormir un clin d'œil. Je continuais à imaginer la scène du lendemain. Moi, debout devant des centaines d'yeux, des centaines de caméras, devant raconter mon histoire. Rien que d'y penser, ma gorge s'asséchait et mes jambes tremblaient. Comment allais-je pouvoir le faire? Le lendemain matin, Marcos ne m'a pas laissé seul. Il a appelé une femme de son âge au visage gentil, mais au regard incroyablement perçant. Marcos me l'a présentée. Voici Clara, une ancienne collègue. Elle travaille maintenant au département des communications de la police. Elle va t'aider. Clara m'a souri. Un sourire très chaleureux. Elle n'a pas commencé par des questions froides et techniques. Elle s'est assise à côté de moi et m'a versé un jus d'orange. Bois. Marcos m'a raconté ton histoire. Je t'admire beaucoup, Alba. Tu es très courageuse. Je ne pouvais que baisser la tête. J'ai peur, Clara. Je ne sais pas quoi dire demain. J'ai peur de tout gâcher. Clara a secoué la tête. Tu ne le feras pas. Tu n'as rien à faire. Ton travail est simplement de raconter ton histoire avec tes émotions les plus authentiques. Tu n'as pas besoin d'essayer d'apparaître forte ou de jouer la victime impuissante. Sois toi-même. Ressens la douleur, la colère, l'indignation. La vérité réside dans ces émotions. Ce jour-là, Clara était à mes côtés. Elle ne m'a pas appris à mentir, elle m'a appris à affronter la vérité. Elle m'a posé toutes sortes de questions, des questions incisives que les journalistes utiliseraient sûrement pour m'attaquer. Alba, tu dis que tu as été piégée. Où est la preuve? Je me suis figé, n'est-ce pas? Quelle était ma preuve? La parole de Raoul, la parole de Marcus, ou le contrat que j'ai signé aveuglément. C'est alors que Marcos a parlé. Il a placé un petit enregistreur sur la table. C'est la preuve. Je l'ai regardé, perplexe. C'est Raoul, a expliqué Marcos. Pendant ces 8 mois là-bas, il n'a pas seulement observé, il a enregistré de nombreuses conversations entre le père et le fils. Et c'est l'enregistrement le plus important. Marcos a appuyé sur le bouton. Une voix a crépité dans l'air, celle d'Hector suivie d'un autre homme, présumablement son père. Il discutait d'un plan post-mariage concernant moi l'orpheline, comment neutraliser son frère le commissaire, et comment légaliser mon héritage une fois que j'aurais commis l'erreur. J'ai écouté, et mes jambes se sont affaiblies. Il s'avère que je n'étais pas la seule cible, j'étais une victime planifiée depuis longtemps. Clara m'a regardé, ses yeux remplis d'empathie. Maintenant tu as une arme, mais tu n'as pas besoin de l'utiliser tout de suite. Tu as juste besoin de savoir que la vérité est de ton côté. Clara m'a fait pratiquer encore et encore. Pratiquer de raconter l'histoire de notre nuit de noces.
Pratiquer de parler du contrat. Pratiquer de parler de mes sentiments en découvrant la vérité. Au début, je bégayais, éclatant en sanglots au milieu de l'histoire, mais peu à peu, à chaque répétition, la peur diminuait et l'indignation grandissait. Je ne pleurais plus par faiblesse, je pleurais à cause de ma stupidité, à cause d'un amour qui avait été piétiné. À la fin de la journée, quand Clara est partie, j'étais une personne différente. J'avais encore peur, mais je ne voulais plus fuir. Je devais m'exprimer, je devais tout dire pour que le monde entier connaisse le vrai visage de cette famille. Le lendemain matin, je me suis réveillé très tôt. Je n'avais pas pu dormir. J'ai choisi les vêtements les plus simples que je possédais, une chemise blanche et un pantalon noir. Je ne me suis pas maquillé, j'ai juste attaché mes cheveux en arrière. Je voulais apparaître comme une victime, pas comme une actrice. Marcos m'a regardé et a hoché la tête. C'est bien, Alba. Reste calme. La conférence de presse s'est tenue dans un petit centre de convention, pas au commissariat, puisque Marcos était suspendu. Mais quand je suis arrivé, j'ai réalisé que l'affaire était plus grande que ce que j'avais imaginé. Des centaines de journalistes, de caméras et de photographes se pressaient à l'entrée. Ils étaient comme un SM, pointant leurs objectifs sur nous. J'ai commencé à trembler instinctivement, serrant fermement la main de Marcos. N'aie pas peur, Marcos. Il a serré ma main. Prends une profonde inspiration. Je suis juste ici avec toi. Marcos s'est frayé un chemin à travers la foule, créant un petit passage. Je l'ai suivi, tête baissée. Le son des flashs était incessant, aveuglant. Je pouvais entendre des cris tout autour de moi. Commissaire Marcos, qu'avez-vous à dire sur les rumeurs d'abus de pouvoir? Mademoiselle Alba, est-il vrai que ton frère t'a forcé? Tu t'es enfui parce qu'il t'a maltraité. As-tu des problèmes mentaux? Comme le dit ta belle-mère. Chaque mot était un poignard. Je ne pouvais que m'accrocher au dos de Marcos et continuer à marcher. Finalement, nous sommes entrés dans la salle. Elle était bondée. L'air était épais et lourd d'anticipation. Marcos est monté à la table des orateurs, et j'étais assise au premier rang, juste en dessous de lui. Je n'étais pas la porte-parole principale, du moins pas au début. Marcos s'est assis avec un calme étonnant. Il ne semblait pas un homme suspendu de ses fonctions, mais quelqu'un qui contrôlait. Il a doucement tapé sur le microphone. Un silence immédiat est tombé sur la salle. Merci à tous les journalistes et médias pour votre présence, a commencé Marcos. Sa voix était profonde, claire et pleine d'autorité. Au cours des derniers jours, beaucoup d'informations ont circulé sur les réseaux sociaux à propos de moi et de ma famille. Beaucoup disent que j'ai abusé de mon pouvoir, que j'ai été un tyran, et que j'ai détruit le bonheur de ma sœur. Il a fait une pause, balayant la salle du regard. J'ai organisé cette conférence de presse non pas en tant que commissaire principal de la police nationale, mais en tant que frère. Oui, je suis temporairement suspendu de mes fonctions pour clarifier ces rumeurs. Les journalistes ont commencé à murmurer. Cependant, Marcos a continué, sa voix durcissant. Ces rumeurs n'affectent pas seulement mon honneur, elles affectent un dossier, une enquête sur une organisation criminelle sur laquelle mes collègues et moi travaillons depuis 1 an. La salle est redevenue silencieuse. Un dossier, une organisation criminelle. Ce n'était plus un drame familial. Un journaliste a levé la main. Monsieur Marcos, pouvez-vous être plus spécifique? En quoi ce dossier concerne-t-il la disparition de votre sœur? Marcos a regardé directement la caméra. La disparition de ma sœur n'est pas une rumeur, ni un cas de fuite dû à une instabilité psychologique. Une pause. La salle retenait son souffle. Elle fait partie de ce dossier. Ma sœur est la victime. Et pour clarifier tout, pour répondre au public, qui ment? Qui abuse de son pouvoir, et qui est le criminel? Je vous présente le témoin le plus important et la victime dans ce dossier, ma sœur, Alba Jiménez. Marcos s'est tourné vers moi et a hoché la tête. Toutes les caméras, tous les regards se sont tournés vers moi. Clara, assise à côté de moi, m'a tapoté la main. C'est ton moment. Sois forte. J'ai pris une profonde inspiration, me suis levé et suis sorti de l'obscurité dans la lumière aveuglante de la scène. Je suis monté. Chaque pas sur la plateforme en bois résonnait comme un marteau dans ma poitrine.
Les flashs étaient implacables, transformant la salle en une tempête de lumière blanche. Je devais plisser les yeux, cherchant quelque chose à quoi m'accrocher, et j'ai vu Marcos. Il était debout directement en dessous, les bras croisés. Il ne souriait pas, il hochait juste la tête. Ce geste était suffisant. J'ai pris une autre profonde inspiration. L'odeur de poussière du tapis et de la sueur de la foule me frappait. J'ai saisi le microphone. Il était glacé. Bonjour à tous. J'ai commencé. Ma voix tremblait, si basse que je la reconnaissais à peine. La salle est devenue silencieuse. Des centaines d'yeux me regardaient avec expectative. Je me suis éclairci la gorge, essayant à nouveau. Bonjour à tous. Je m'appelle Alba Jiménez. Je suis cette folle fiancée fugitive dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Le silence est devenu épais. J'ai baissé les yeux sur mes mains tremblantes. J'ai lu. J'ai continué, ma voix gagnant en force. J'ai tout lu de ce qu'ils ont dit sur moi, sur mon frère. Ils disent que je suis instable, ingrate. Ils disent que mon frère est un tyran qui abuse de son pouvoir. J'ai levé la tête, regardant directement les caméras. Mais aujourd'hui je ne suis pas ici pour me défendre. Je suis ici pour vous raconter une histoire. Et j'ai commencé à la raconter. J'ai relaté ma relation de 2 ans avec Hector. J'ai relaté à quel point il avait été tendre et patient avec moi. J'ai relaté comment Isadora, ma belle-mère, m'avait si bien traité, comment elle m'avait fait. Une orpheline comme moi sentir l'amour d'une mère. J'ai relaté et pleuré. Les larmes coulaient de manière incontrôlable. Non pas parce que je jouais, mais parce que je me souvenais. J'avais vraiment été heureuse. Je confesse, ma voix se brisant. Je leur ai fait confiance aveuglément. Je leur ai fait confiance à tel point que quand mon frère Marcos, l'homme qui m'a élevé, m'a dit qu'il n'était pas tout ce qu'il semblait, je me suis mise en colère contre lui. Je pensais qu'il était méfiant, qu'il enviait mon bonheur. La salle était silencieuse, écoutant une tragédie. J'ai essuyé mes larmes. Ma voix s'est durcie. Lors de ma nuit de noces, la nuit que je pensais être la plus heureuse de ma vie pendant que mon mari dormait, un chauffeur de la famille Raoul est entré dans ma chambre, a couvert ma bouche et a dit « N'allumez pas la lumière. Fuyez tout de suite ou cela vous coûtera la vie. Votre frère m'a envoyé pour vous sauver. » Un murmure d'étonnement a balayé la salle. Les journalistes s'agitaient, levant leurs caméras. Je ne me suis pas arrêté. J'ai relaté mon évasion nocturne, la maison sécurisée, tout ce que Marcos m'avait révélé. Savez-vous pourquoi ils m'ont organisé un mariage si somptueux? Pourquoi ils voulaient que je sois leur belle-fille? J'ai regardé la foule. La peur initiale avait disparu, remplacée par la rage. Parce qu'ils avaient un plan. Lors de la nuit de noces, ils allaient faire entrer un inconnu dans ma chambre, et puis ma belle-mère et mon mari feraient irruption par hasard et nous surprendraient en flagrant délit. Cette fois ce n'était plus un murmure, c'était un cri étouffé. Mon Dieu, incroyable, il voulait détruire mon honneur, ai-je crié, le visage strié de larmes. Il voulait utiliser cette vidéo pour diffamer mon frère, pour le forcer à être indulgent dans l'enquête qu'il menait contre eux. Ce sont des criminels, ai-je déclaré, et puis j'ai porté le coup final. Pensez-vous que ternir mon nom était suffisant? Non, il voulait aussi voler. Une semaine avant le mariage, Isadora, ma belle-mère, la même qui a pleuré en direct en prétendant être paralysée, m'a fait signer un accord prénuptial. Il spécifiait que si j'étais infidèle, tous les biens que j'ai hérités de mes parents passeraient à Hector en compensation pour le dommage à son honneur. La salle a éclaté. Ce n'était plus une conférence de presse, c'était un procès public. Dès que j'ai fini de parler, un essaim de journalistes s'est rué vers moi, pointant leur microphone. Les cris ont noyé les haut-parleurs. Mademoiselle Alba, avez-vous des preuves de ce que vous dites? Pourquoi devrions-nous vous croire? Avez-vous une vidéo comme preuve? Marcos s'est immédiatement avancé, se plaçant entre eux et moi. Il a levé la main. Une voix autoritaire de policier a retenti dans la salle. Silence. Je demande à tout le monde de maintenir l'ordre. La salle est devenue silencieuse instantanément. Le pouvoir de Marcos, même suspendu, les intimidait. Ce que ma sœur vient de dire, a commencé Marcos d'une voix glaciale, ne sont pas des accusations vides. Nous avons toutes les
Preuve, depuis une copie de ce contrat frauduleux jusqu'aux enregistrements et documents liés aux activités criminelles du groupe Courageux que mon collègue Raoul a compilé pendant 8 mois. Marcos a regardé directement une caméra. Tout ce dossier a été envoyé ce matin même au parquet et aux affaires internes. La comédie familiale est terminée. Maintenant c'est au tour de la loi. Cette phrase portait plus de poids que 1000 explications. Marcos n'avait pas seulement parlé, il avait agi. La conférence de presse s'est terminée peu après. Marcos et Clara ont dû lutter pour me tirer de la foule. Nous sommes montés dans une voiture qui a filé, laissant une tempête médiatique derrière. Dans la voiture, j'ai réalisé que j'étais trempé de sueur. Je l'avais fait, j'avais affronté. Nous ne sommes pas retournés à l'ancienne maison sécurisée. Marcos m'a emmené ailleurs, une maison plus petite, plus isolée. Dès que nous sommes entrés, Clara a ouvert son ordinateur portable. Internet avait explosé. Si hier l'opinion publique pointait Marcos, aujourd'hui elle avait fait un virage complet. Tous les grands journaux publiaient des titres choquants. Toute la vérité sur la disparition de la mariée éclate lors d'une conférence de presse. Le complot d'adultère et de vol de biens par une famille influente est exposé. Le commissaire principal était la victime d'un piège, la contre-attaque. La diffusion en direct d'Isadora, qui avait ému des millions, était maintenant objet de ridicule. Les commentaires avaient complètement changé. Au lieu de « pauvre femme, guéris vite », maintenant on lisait « actrice de l'année ». Quel gaspillage que cette femme ne soit pas au cinéma. Une paraplégique qui se lève plus vite qu'une personne en bonne santé quand la police arrive. Quelle famille dégoûtante. Le mari piège sa femme. La mère simule une maladie, un couple parfait. Leur comédie avait été démantelée de la manière la plus humiliante. Ils voulaient utiliser les médias pour nous détruire, et maintenant ils étaient détruits par leurs propres armes. J'ai lu les commentaires avec un sentiment de satisfaction, mais Marcos non. Il continuait à fixer l'écran avec inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas, Marcos? Nous avons gagné. Nous avons gagné la bataille de Hell. Opinion publique, a dit Marcos, sa voix encore lourde. Mais le vrai renard, le père d'Hector, Don Damian, n'est pas encore apparu. Isadora et Hector ne sont que des marionnettes. C'est lui qui tire les ficelles. Il a montré l'écran. Regarde, depuis le début de la conférence de presse, il n'y a pas eu une seule réaction du groupe Courageux. Ils sont silencieux. Et ce silence est la chose la plus terrifiante. La bête blessée acculée, que va-t-elle faire? J'ai frissonné. C'était vrai. Ils n'allaient pas simplement rester les bras croisés à attendre leur fin. Les paroles de Marcos étaient comme un seau d'eau froide qui éteignait la joie de ma récente victoire. C'était vrai, le vrai cerveau, Don Damian, le père d'Hector, n'était pas apparu. Au cours des 2 années où j'ai fréquenté Hector, je ne l'ai vu que quelques fois. Il semblait toujours un père gentil et calme qui laissait tout entre les mains de sa femme et de son fils. Mais d'après ce que Marcos m'avait dit, je savais qu'il était le cerveau derrière tout le réseau criminel. Isadora et Hector, aussi cruels soient-ils, n'étaient que des marionnettes manipulées par lui. Le silence du groupe Courageux s'est étendu jusqu'à l'après-midi, sans aucune explication ou contre-attaque. Ils étaient comme un sous-marin submergé dans les profondeurs, indifférents à la tempête en surface. Que font-ils, ai-je demandé, faisant les 100 pas nerveusement dans la pièce. Ils nettoient, a dit Marcos sans quitter l'ordinateur portable des yeux, mais cette fois ce n'était pas les nouvelles. Il avait reconnecté la caméra cachée dans la villa. Il pensait que la police était déjà partie. L'équipe d'enquête est partie, mais les yeux non, a dit Marcos. J'avais besoin de savoir ce qu'il ferait après la conférence de presse. Sur l'écran, le salon de la villa était vide. Un silence troublant. Soudain, la porte du bureau de Don Damian, une pièce où je n'étais jamais autorisé à entrer, s'est ouverte. Don Damian est apparu, très différent de l'homme gentil que je connaissais. Maintenant il ressemblait à un animal sauvage, le visage rouge, les yeux injectés de sang. Il faisait les 100 pas et soudain, d'un revers de main, il a brisé le vase sur la table. Juste à ce moment, Hector et Isadora sont apparus. Isadora n'était plus dans le fauteuil roulant, elle marchait d'un pas rapide, mais son visage était cendreux. Hector ressemblait à une âme perdue, se traînant derrière elle. Nous ne pouvions rien entendre, mais nous voyions clairement Don Damian crier. Il pointait du doigt Hector et Isadora, frappant sur la table.
Il déchaînait sa colère. Puis il semblait prendre une décision. Il a pris son téléphone, a dit quelques mots, s'est tourné vers Hector, l'a saisi par le col et l'a secoué. Il lui a crié quelque chose. Hector hochait juste la tête comme un automate. Après cela, les trois ont rapidement mis leur manteau et sont sortis en courant. Où vont-ils, ai-je demandé, alarmé. Marcos a immédiatement saisi son téléphone. Marcos a immédiatement ouvert une application de suivi sur l'ordinateur. Un point rouge a commencé à bouger sur la carte de la ville. Ils ne vont pas à l'aéroport ou à la frontière. Marcos a plissé les yeux. Il se dirige vers la périphérie, vers l'ancien parc industriel. Il s'est soudain arrêté. Il m'a regardé avec un éclat dans les yeux. Bien sûr, c'est l'entrepôt. Quel entrepôt, Marcos? Leur ancien entrepôt de marchandises, a-t-il dit excité. Raoul soupçonnait qu'il y avait un entrepôt dans cette zone où il gardait tous les registres comptables non officiels, toutes les preuves originales de leurs affaires illégales. Il n'osait pas les garder à la maison. Ta conférence de presse a été le déclencheur. Ils savent que le parquet ne tardera pas à tout perquisitionner. Ils ne fuient pas, ils vont détruire les preuves. J'ai retenu mon souffle. S'ils détruisaient tous les livres, aurions-nous assez de preuves pour les condamner? J'ai regardé Marcos, mon inquiétude évidente sur mon visage. Marcos, s'ils brûlent tout, s'ils détruisent les livres, que se passera-t-il? Ma conférence de presse les a poussés à agir plus vite. J'ai ruiné ton travail. Marcos s'est tourné vers moi. Il n'a pas répondu immédiatement. Il a simplement éteint l'écran de la caméra de la villa et la caméra de suivi. La pièce est devenue silencieuse. On n'entendait que ma respiration haletante. Tu es inquiète? A demandé Marcos avec un calme surprenant. Bien sûr que je suis inquiète. J'ai presque éclaté en larmes. Et s'il s'enfuit? Et s'il s'enfuit à cause de moi? Marcos a ri. Un rire sincère. Il s'est levé, s'étirant comme si un grand poids avait été enlevé de ses épaules. Ma sœur idiote, penses-tu que ton frère est si passif? Penses-tu que je vais les laisser brûler les vrais livres? Je l'ai fixé, perplexe. Alors quoi? Marcos est allé au réfrigérateur et a sorti 2 sodas. Il m'en a donné un. Bois et profite du spectacle. Il a ouvert un autre ordinateur portable, un plus ancien de travail. Il a ouvert un programme. L'écran montrait un autre angle, une vue aérienne d'un ancien complexe d'entrepôts, très faiblement éclairé. Où est-ce? Ai-je demandé. L'ancien parc industriel, a dit Marcos en prenant une gorgée. C'est une transmission en direct d'un drone et des agents postés là. Ma mâchoire s'est décrochée. Depuis combien de temps avez-vous des gens là-bas? Depuis que j'ai appris que l'enquête était suspendue. Marcos a souri. Ils pensent que parce que je suis suspendu, tout est fini. Mais ils oublient que mon équipe est encore là. J'ai pressenti qu'une fois alertés, leur seule voie d'évasion serait cet entrepôt. J'ai eu des gens qui surveillaient depuis 2 jours, attendant que le poisson morde. Juste à ce moment, une voiture noire est apparue sur l'écran. Elle s'est arrêtée. Don Damian et Hector est descendu. Ils ne semblaient plus paniqués, mais pressés, regardant autour d'eux avec suspicion. Ils ont déverrouillé la porte de l'entrepôt avec une clé. Un autre écran s'est allumé, une caméra infrarouge à l'intérieur. J'ai clairement vu que l'entrepôt était rempli de boîtes et de centaines d'étagères bourrées de classeurs et de livres comptables. Don Damian et Hector se sont rués à l'intérieur comme des papillons de nuit vers la flamme, ont saisi des bidons d'essence qu'ils avaient déjà préparés, et ont commencé à asperger les étagères. Ils vont vraiment le brûler? Ai-je crié. Attends un peu, a dit Marcos sans quitter l'écran des yeux. Nous devons les laisser toucher les preuves. Nous devons les prendre en flagrant délit. Sur l'écran, Don Damian a sorti un briquet. Dès que la flamme s'est allumée, il s'est préparé à la jeter sur la pile de documents. À ce moment précis, un cri a retenti dans le talkie-walkie de Marcos. Et sur l'écran, tout s'est déroulé comme dans un film d'action. Les portes de l'entrepôt se sont ouvertes de toutes les directions. Des lampes torchées ont illuminé l'intérieur. Des dizaines d'officiers de police en gilet pare-balles, armes dégainées, ont fait irruption. Police, tout le monde frise, lâchez le briquet. J'ai clairement vu le briquet tomber de la main de Don Damian. Il s'est figé. Hector,
par contre, s'est effondré, tombant au sol parmi les livres et l'essence. Les officiers se sont rués sur eux, les maîtrisant. Le son des menottes se refermant était froid et final. Je suis resté là à fixer l'écran. L'acte final s'était terminé. Marcos n'a rien dit, il a simplement éteint l'ordinateur. Il s'est tourné pour me regarder. Son visage ne montrait plus de tension. Il a seulement dit une phrase d'une voix fatiguée, mais pleine de soulagement. C'est fini, Alba. Tout est fini. Je suis resté là à fixer l'écran d'ordinateur vide, mes oreilles bourdonnant encore du cri de Don Damian et du son froid des menottes. C'est fini, avait dit Marcos, mais je ne pouvais toujours pas le croire. 2 années de doux bonheur, plusieurs jours de terreur absolue, et tout s'est terminé par une scène digne d'un film d'action. J'avais été sauvé, mais je ressentais un vide terrifiant à l'intérieur. L'amour sur lequel j'avais mis tout mon cœur s'était avéré être un piège sophistiqué dans lequel j'étais la proie. Marcos m'a laissé seul. Il savait que j'avais besoin de temps pour le traiter. Elle est sortie silencieusement pour passer une série d'appels urgents, sa voix pleine d'autorité. Il était à nouveau le commissaire principal, plus le frère suspendu. L'effondrement ne s'est pas arrêté à cet entrepôt. Ce qui s'est passé les jours suivants était ce qui m'a vraiment fait comprendre la profondeur du bourbier dans lequel je m'étais inconsciemment fourré. Marcos m'a gardé dans la maison sécurisée. Il m'a dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi encore. Nous avons attrapé le renard, Alba, mais sa meute est encore en liberté. Je ne l'ai pas compris jusqu'à ce que je voie les nouvelles. Le lendemain matin, le journal de 7 heures a choqué toute la province. La première nouvelle n'était pas sur l'incendie de l'entrepôt des jouets, mais quelque chose de bien plus choquant. Monsieur Teodoro Crespo, directeur adjoint des douanes de la province, avait été arrêté d'urgence à son domicile aux premières heures du matin. J'étais figé. Je le connaissais. Monsieur Crespo était l'oncle d'Isadora, celui qui avait agi comme parrain à mon mariage, celui qui m'avait souri et souhaité du bonheur il y a seulement quelques jours. Le reportage détaillait qu'il avait été arrêté pour corruption et pour avoir protégé un réseau de contrebande à grande échelle, et ce réseau n'était autre que le groupe courageux de Don Damian. Et puis, comme un effet domino, tout s'est effondré. Cet après-midi-là, 2 autres hauts fonctionnaires de différents départements ont été convoqués pour témoigner. Tout le réseau de protection, ce qui avait couvert les crimes de la famille d'Hector, a été déraciné en seulement 24 heures. Assise sur le lit pliant, j'ai regardé Marcos, qui se massait fatigué les tempes. C'est alors que j'ai compris que ma conférence de presse, l'arrestation à l'entrepôt, tout faisait partie de leur plan. Marcos avait utilisé la tempête médiatique qu'ils avaient eux-mêmes créée pour les aveugler. Pendant qu'ils se réjouissaient, pensant l'avoir vaincu, il avait silencieusement tissé une toile bien plus grande, non seulement pour piéger Hector et son père, mais pour faire tomber tous ceux qui les protégeaient. La chute du groupe courageux n'était plus une simple affaire de crime économique. Elle était devenue une grande affaire de corruption qui a choqué l'opinion publique. Et moi, Alba Jiménez, de fiancée folle, était devenue un témoin clé, une héroïne accidentelle qui avait aidé à mettre au jour une organisation criminelle entière. Mais je ne me sentais pas fier, je ressentais seulement de la peur. Mon bonheur s'était avéré être une balle enrobée de sucre, tirée d'une conspiration planifiée depuis longtemps. Des jours plus tard, quand la tempête s'est calmée, j'ai été convoqué au commissariat, non pas en tant que témoin, mais en tant que victime, pour effectuer une confrontation, comme l'exige la loi. C'était l'étape finale pour clore le dossier. J'avais déjà déménagé dans mon ancien appartement, où je vivais avant de rencontrer Hector. Marcos m'a dit que j'étais maintenant complètement en sécurité. Je suis entré dans une petite pièce, l'air lourd de l'odeur de papier et de sérieux. Marcos ne m'a pas accompagné. Il a dit que c'était une affaire pour les enquêteurs, qu'il ne pouvait pas interférer. Seule Clara, sa partenaire, est venue avec moi pour un soutien psychologique. Un inspecteur principal au visage amical m'a dit « Détends-toi, ma fille. Nous sommes ici pour te protéger. Tu n'as qu'à confirmer la vérité. » Et puis ils l'ont fait entrer, Hector. Je ne l'avais pas vu depuis notre nuit de noces, depuis que je m'étais enfui le laissant endormi à côté de moi. Je m'étais préparé mentalement, mais quand il est vraiment apparu, j'ai senti un nœud à l'estomac. L'homme que j'avais autrefois aimé n'était plus là. Hector portait un uniforme de prison, gris et ample. Il avait beaucoup maigri. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, étaient maintenant rasés.
Ses mains étaient menottées. Ses pas étaient lourds. Il est entré tête baissée. Hector a lentement levé la tête et au moment où nos yeux se sont rencontrés, j'ai vu tout son monde s'effondrer. Il s'est figé, immobile, les yeux grands ouverts, plein d'incrédulité, comme s'il voyait un fantôme. « Alba » a-t-il murmuré, sa voix se brisant. « Alba, tu » Avant que la police ne puisse réagir, Hector a soudain crié et s'est jeté sur moi, mais les menottes l'ont arrêté et il est tombé face contre terre. Alba a levé les yeux. 2 rangées de larmes coulaient sur son visage. Une scène que je n'avais jamais imaginé voir. « Tu es vivante, mon Dieu. Tu es vivante. Alba, dis-leur quelque chose. Dis-leur que tu me pardonnes. » Je suis resté immobile. Mes mains étaient serrées sous la table, mes ongles s'enfonçant dans ma peau. Je l'ai regardé comme s'il était un étranger jouant une tragédie. « Alba », Hector sanglotait comme un enfant pris en train de faire quelque chose de mal. « Je t'aime vraiment. Mon amour pour toi est réel. C'était la faute de mon père. Il m'a forcé. Ma mère m'a forcé. Je ne voulais pas le faire. Je voulais juste t'épouser, être avec toi. Crois-moi, Alba, demande-leur de me pardonner. » Il pleurait en rampant sur les genoux en essayant de se rapprocher de moi. Le son des chaînes sur le sol grinçait. « Ordre !» L'inspecteur a frappé du poing sur la table. « Ramenez-le à sa place. » 2 policiers ont ramassé Hector. Il continuait à crier et à se débattre. « Alba, dis quelque chose. Dis que tu m'aimes encore. Nous recommencerons. Demande à Marcos de me pardonner. Je t'en supplie. » Je suis restée silencieuse. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste regardé. Amour, recommencer. Cet homme, jusqu'au tout dernier moment, continuait à penser que l'amour était une arme, que ses larmes de crocodile pouvaient le sauver. Je ne ressentais plus de haine pour lui, je ressentais de la pitié, pitié pour moi-même, pour avoir aimé un lâche, un tel idiot cruel. Ils l'ont emmené hors de la pièce. Ces cris d'Alba, « Pardonne-moi », se sont estompés. Après qu'Hector ait été emmené, la pièce est tombée dans un silence terrifiant. Le vieil inspecteur m'a regardé avec compassion. « As-tu besoin d'une pause, ma fille ? Il reste encore une personne. » J'ai secoué la tête. « Pas besoin, inspecteur. S'il vous plaît, continuez. Je veux finir ça aujourd'hui. Je ne veux pas prolonger cela une seconde de plus. » La porte s'est ouverte à nouveau. Cette fois ils ont amené Isadora. Si Hector m'avait fait pitié, Isadora m'a fait frissonner. Elle n'était plus dans un fauteuil roulant, elle marchait parfaitement, mais elle n'était plus la femme élégante et distinguée que je connaissais. Elle portait aussi l'uniforme de prison, ses cheveux attachés n'importe comment, montrant des cheveux gris. Elle était plus mince, avec des pommettes enfoncées, mais le plus terrifiant était ses yeux. Elle ne criait pas, ne se débattait pas comme Hector. Elle est entrée et instantanément son regard m'a trouvé. Ce n'était pas un regard de regret ou de honte. C'était un regard froid, haineux, comme celui d'un serpent venimeux fixant sa proie. Elle m'a scruté de la tête aux pieds puis m'a fait un sourire méprisant. L'inspecteur a commencé, « Madame Isadora de la Fuente, reconnaissez-vous la personne debout devant vous ?» Isadora ne lui a pas répondu. Elle a gardé les yeux fixés sur moi. « Waouh !» a-t-elle dit d'une voix sèche et moqueuse. « Mais c'est ma chère belle-fille. Tu as 9 vies, toi le chat. » Madame. L'inspecteur a frappé du poing sur la table. « Contrôlez votre attitude. C'est une confrontation. » Elle a éclaté de rire, un rire sec et tranchant comme un couteau. « Attitude. Quelle attitude de repentir voulez-vous que j'aie ? » Oui. Elle s'est tournée vers moi. Le rire s'est estompé, ne laissant que le grincement de ses dents. « Toi maudite misérable, tu as tout ruiné. Toi et ton frère, ce renard. » J'ai commencé à trembler, non pas de peur, mais de rage. « J'avais tout prévu », a-t-elle crié, perdant tout sang-froid. Tout était parfait. Hector est un idiot. Il ne connaît que le romantisme. Je devais lui ouvrir la voie. Je devais m'abaisser à prendre soin de toi, une orpheline sans père ni mère. Juste pour gagner ta confiance, pour que tu signes ce maudit contrat. Et à cause de toi,
À cause de ton frère, ma famille est dévastée. Tais-toi, a rugi l'inspecteur. Elle a fait signe aux 2 policières qui l'encadraient. Cette attitude est inacceptable. Enregistrez tout. Ce sera une preuve contre elle au procès. Grave. Isadora a souri avec dédain, même s'il la retenait. D'accord, enregistrez très clairement pour que ma chère belle-fille puisse entendre. Elle s'est libérée et s'est jetée sur moi avec le regard de quelqu'un qui veut dévorer sa victime. Elle a sifflé chaque mot avec du poison. Sais-tu ce que je regrette le plus, toi, a-t-elle murmuré, mais assez fort pour que toute la pièce entende. Je regrette d'avoir été trop douce. J'aurais dû ne pas mettre en scène cette comédie de piège d'adultère lors de notre nuit de noces. J'aurais dû empoisonner ton vin, t'achever. Une mort silencieuse, sans scandale, sans conférence de presse, tout propre. Parce que j'ai été douce, je suis ici aujourd'hui. Maudit sois-tu. Je me suis figé. Mon sang s'est glacé. Il s'avère que le piège d'adultère avait été son plan le plus doux. Ils l'ont emmené hors de la salle d'audience. Ses insultes et ses malédictions ont résonné dans le couloir. Je suis resté là immobile. Ces derniers mots étaient plus terrifiants qu'une blessure au couteau. La confrontation terrifiante de ce jour a officiellement clos toute l'enquête. Les preuves étaient accablantes. La confession d'Isadora dans sa crise de folie, la supplication lâche d'Hector, et tous les registres non officiels, les contrats frauduleux que Marcos avait récupérés, formaient un acte d'accusation irréfutable. Plusieurs mois ont passé, aussi vite qu'un clin d'œil et aussi lent qu'un siècle. La tempête médiatique s'est calmée. L'opinion publique est passée à d'autres scandales. Personne ne se souvenait plus de la fiancée folle ou du commissaire de police qui abusait de son pouvoir. Tout était revenu à la normale. Je ne suis pas resté en ville. Après ce jour, j'ai demandé à Marcos de m'emmener quelque part loin. Il m'a emmené dans une petite ville côtière, un endroit calme où personne ne savait qui j'étais. Il m'a loué une petite maison en bois donnant sur la mer. Chaque jour ma seule tâche était de marcher le long de la plage, d'écouter les vagues et d'apprendre à respirer à nouveau. J'ai coupé mes longs cheveux, les cheveux qu'Hector avait autrefois dit être sa chose préférée chez moi. J'ai appris à cuisiner des plats simples, j'ai lu des livres que je voulais lire depuis longtemps. Je n'ai pas essayé d'oublier. Je savais que je ne pourrais jamais oublier ce qui s'était passé, mais j'ai appris à vivre avec. La douleur ne disparaît pas, elle s'estompe seulement, comme une profonde cicatrice sur le cœur. Elle ne saigne plus tous les jours, mais par mauvais temps elle fait encore mal, me rappelant à quel point j'étais stupide et aveugle. Mes 2 années d'amour se sont avérées être une pièce méticuleusement produite. Hector ne m'a jamais aimé. Il n'aimait que l'héritage que mes parents m'avaient laissé. Isadora ne m'a jamais aimé. Elle ne voulait que l'outil que je représentais, celui qui pouvait lui donner de l'argent et contrôler mon frère. Peu à peu, j'ai retrouvé mon équilibre, mais je savais que ce n'était pas fini. Il restait un dernier test à surmonter. Un après-midi, alors que le coucher de soleil peignait la mer en violet, Marcos m'a appelé. Sa voix sonnait beaucoup moins tendue. Après la conclusion du macro-dossier, il avait été décoré. Sa position avait été renforcée, mais je savais qu'au fond il se sentirait toujours coupable envers moi. Il penserait toujours que s'il n'avait pas été si absorbé par son enquête, je n'aurais pas été en si grand danger. « Alba, comment vas-tu » Sa voix était toujours si chaleureuse. « Je vais bien, Marcos. » J'ai souri, regardant la mer. La mer est belle cet après-midi. Marcos est resté silencieux un moment, comme s'il hésitait. « Alba, le procès est la semaine prochaine. » J'ai senti un nœud à l'estomac. Le coquillage que je tenais est tombé sur le sable. Je savais que ce jour viendrait, mais je ne pouvais toujours pas l'affronter calmement. Je devrais les revoir. « As-tu peur » a demandé Marcos, comme s'il pouvait lire mes pensées. Je suis restée silencieuse. « Tu n'as pas à avoir peur » a dit Marcos fermement. « Tu n'as pas à les affronter à nouveau. Les avocats s'occuperont de tout. Tu n'as qu'à y aller en tant que victime pour voir la justice rendue. Ce sera la dernière fois que tu les verras. Alba. Termine ça. Mets-y fin une fois pour toutes, et puis rentre à la maison. Rentre à la maison. » Ces 2 mots étaient si réconfortants. J'avais fui trop longtemps. Oui,
Je devais y mettre fin. J'ai pris une profonde inspiration, l'air salé de la mer remplissant mes poumons. Oui, ai-je dit doucement, mais fermement. Je reviendrai. Je finirai ça. Je suis retourné en ville un matin d'hiver. Le ciel était gris, et il bruinait. Le froid s'infiltrait à travers mon épais manteau, mais il n'était pas aussi froid que mon cœur. Marcos est venu me chercher à la gare. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste. Le procès était fixé 3 jours plus tard. C'était une grande affaire qui attirait l'attention de toute la province, non seulement à cause de la chute d'un grand groupe d'entreprises, mais aussi à cause des détails de la fraude, du complot et de l'implication de hauts fonctionnaires. Et, bien sûr, à cause de l'histoire de la fiancée disparue qui avait généré tant de buzz. Ce jour-là j'ai porté à nouveau les mêmes vêtements, une chemise blanche et un pantalon noir, les mêmes que j'avais portés à la conférence de presse. Je voulais apparaître comme moi-même, Alba Jiménez, pas comme une victime tremblante se cachant dans l'ombre. Le palais de justice était bondé. Dès le matin tôt, des journalistes et des curieux l'entouraient. Marcos a dû demander de l'aide à la sécurité pour entrer. Je me suis assise au banc de la partie civile. Derrière moi, Marcos était assis silencieusement, son regard fixé sur le banc, complètement sans émotion. Raoul était aussi là au banc des témoins, le visage sévère, mais le regard inébranlable. Puis une porte latérale s'est ouverte. Le cliquetis des chaînes, un son sec et froid, a résonné dans la salle. Don Damian, Isadora et Hector sont entrés. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Malgré que je m'étais préparé, les voir en personne, dans leurs uniformes de prison, m'a coupé le souffle. Don Damian, le vieux renard, que j'avais à peine vu, avait les cheveux complètement blancs. Il était décharné, mais ses yeux froids balayaient encore la salle comme s'il contrôlait tout. Isadora, ma belle-mère, celle qui avait fait semblant d'être paralysée, ressemblait maintenant à une vraie vieille femme, les cheveux en désordre, le visage sans maquillage, hagard et ridé. Quand elle m'a vu, ses yeux ne reflétaient aucun remords. C'était une flamme de pure haine. Elle a serré les dents. Son regard voulait me dévorer sur place. Et enfin, Hector, l'homme que j'avais autrefois aimé. La tête rasée, son visage autrefois attirant et chaleureux maintenant pâle et avec des cernes sous les yeux, il est entré tête baissée, sans oser regarder personne. Le son de ses chaînes était désolé. Ils l'ont placé entre Isadora et Don Damian. Le juge a commencé à lire l'ordonnance d'ouverture des débats oraux. La salle d'audience est tombée dans un silence solennel, brisé seulement par la voix monotone du juge, relatant chacun de ses crimes, fraude, contrebande, blanchiment d'argent, corruption et tentative d'appropriation. Que la victime, Donia Alba Jiménez, prenne la barre. La voix du juge a brisé le silence. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai senti mes jambes trembler, mais j'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé Marcos, il a légèrement hoché la tête, un geste de confiance. Je suis monté. Clara, qui m'avait aidé, était aussi là, me souriant depuis la galerie publique. Je me suis tenu devant le banc avec la main sur la Constitution, jurant de dire la vérité. Le procureur a commencé son interrogatoire. Sa voix était sévère mais claire. Donia Alba Jiménez, racontez à ce tribunal comment vous avez rencontré l'accusé, Hector. Brave. Et j'ai commencé à raconter mon histoire. Ma voix, tremblante au début, s'est progressivement stabilisée. J'ai relaté notre cours de 2 ans sans rien cacher. J'ai décrit à quel point Hector m'avait bien traité, à quel point il avait été patient et tendre. J'ai parlé et je l'ai regardé directement dans les yeux. Il gardait la tête baissée, n'osant pas la lever, ses épaules tremblantes. La victime faisait-elle confiance à l'accusé brave? Je le faisais, ai-je dit, ma voix se brisant. Je lui ai fait confiance aveuglément. Je suis orpheline, je désirais une famille. Et lui et sa mère, Isadora de la Fuente, m'ont donné une famille de rêve. J'ai parlé d'Isadora, comment elle m'emmenait faire du shopping, m'apprenait à cuisiner, m'appelait fille. Du banc des accusés, j'ai entendu son rire moqueur. Et que s'est-il passé, a demandé le procureur. Et je l'ai raconté. J'ai relaté le mariage, la nuit de noces. Raoul, le mot de passe comète, l'évasion nocturne. Chaque détail, chaque mot revenait à mon esprit comme un film au ralenti. La victime affirme que la famille de l'accusé a orchestré un piège d'adultère.
Quelle est sa base pour cette affirmation? Mon frère, ai-je dit, regardant Marcos. Il a enquêté et l'a découvert, mais la preuve la plus claire est l'accord prénuptial qu'Isadora m'a fait signer. J'ai relaté cet après-midi dans le salon de thé. Ces douces paroles, le bracelet de jade. Elle a dit que c'était pour protéger mon héritage, mais il y avait une clause. Si j'étais infidèle, tout l'héritage de mes parents passerait à Hector en compensation pour le dommage à son honneur. La salle d'audience a murmuré. Même les membres du jury ont secoué la tête. Isadora de la Fuente, l'accusée, le juge a frappé du poing sur la table. Avez-vous quelque chose à dire sur cette déclaration? Isadora a levé la tête pour la première fois, m'a regardé, puis le juge, et a souri avec dédain. Je n'ai rien à dire. Ma belle-fille souffre de délire. Elle a des problèmes mentaux, c'est pourquoi elle s'est enfuie. Tout ce qu'elle dit est une fabrication. Tu as commencé à trembler de colère. Oh, oui, a dit le procureur. Il a levé un enregistreur. Votre honneur, c'est un enregistrement d'une conversation entre l'accusé Damian Valiant et l'accusé Hector Valiant, fourni par le témoin Raoul. Il détaille le plan pour neutraliser son frère le commissaire de police, et légaliser les biens de mademoiselle Jiménez. Je demande l'autorisation de le diffuser. Un clic, et les voix d'Hector et de son père ont rempli la salle d'audience. Ils discutaient, riaient, et le tintement de verre se faisait entendre. Ils célébraient leur plan. Hector, au banc des accusés, a brusquement levé la tête, pâle comme de la cire. Il savait que tout était fini. Après l'enregistrement, un lourd silence est tombé sur la salle d'audience. Le visage de Don Damian est resté impassible. Isadora a serré les accoudoirs, les yeux écarquillés. Seul Hector était complètement dévasté. Il a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots, sans trace du beau jeune homme qu'il était autrefois. Le procès a continué. L'avocat que Marcos avait trouvé pour moi a présenté des arguments dévastateurs. La défense des braves a essayé, ils ont plaidé l'instabilité mentale de ma part, que l'enregistrement avait été manipulé, mais tout était inutile contre les preuves en fer. C'était le moment de la dernière parole, où Damiana et Isadora ont maintenu leur innocence, alléguant une conspiration de Marcos. Et puis c'était le tour d'Hector. Il n'a pas regardé le juge, il s'est tourné vers moi, a essayé d'approcher, mais les gardes l'ont arrêté et il s'est mis à genoux. « Alba » a-t-il crié, sa voix déchirant le silence. « Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. » Je me suis figé. Toute la salle d'audience s'est figée. « Je t'aime. » Il s'est frappé la poitrine. Mes 2 années d'amour étaient réelles. Je ne t'ai jamais menti. Te souviens-tu des jours pluvieux où je t'apportais des médicaments? Nos voyages, c'était tout réel. Je suis resté immobile, mes mains froides comme la glace. C'était la faute de mon père, de ma mère, a-t-il pointé ses parents. Ils m'ont forcé. Ils ont dit que si je ne le faisais pas ils seraient ruinés, qu'ils ne nous laisseraient pas en paix. J'avais peur. Peur de te perdre, de perdre ma famille. J'avais tort. Pardonne-moi. Demande au tribunal d'être clément avec moi. Dis-leur qu'il m'aime encore, Alba. Il rampait sur les genoux, suppliant pour la lâcheté, pour la culpabilité, jusqu'à la fin, blâmant ses parents, utilisant l'amour comme bouclier, essayant de m'entraîner dans sa fange. Accusé, le juge a frappé du poing sur la table. Ordre. La victime souhaite-t-elle dire quelque chose? Toute la salle d'audience s'est tournée vers moi. Hector est aussi tombé. Il m'a regardé avec une lueur d'espoir. Il pensait encore que j'étais la même fille idiote et faible que j'étais avant. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis levé. J'ai regardé directement dans les yeux larmoyants d'Hector. Brave Hector, ai-je dit, ma voix n'était pas forte, mais elle était claire et glaciale. Tu dis que tes 2 années d'amour étaient réelles. D'accord, je l'accepte. Je te crois. Hector s'est figé. Ses yeux se sont illuminés. 2 années pendant lesquelles tu as dit que tu m'aimais en échange des 20 ans de prison que tu vas purger. Je pense que c'est un marché équitable. L'espoir dans ses yeux s'est estompé. Il s'est effondré au sol, bouche bée. Il avait compris. Le tribunal s'est retiré pour délibérer. À son retour, le juge a lu la sentence. Sa voix était monotone,
mais chaque mot était comme un coup de marteau. Don Damian, en tant que cerveau et chef, pour fraude, contrebande et corruption, réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, Isadora, en tant que complice de fraude et d'appropriation, 18 ans de prison, et Hector Valiant. Pour fraude et complicité des activités illégales de sa famille, 20 ans de prison. Le maillet en bois a frappé d'un son sec qui a tout terminé. Ils ont emmené Hector. Il ne criait plus. Il était un corps sans âme. Isadora m'a maudite, mais personne ne l'a entendu. Je suis sorti du palais de justice un après-midi ensoleillé. La pluie du matin s'était dissipée, laissant derrière un ciel bleu clair. Le soleil me réchauffait, mais il m'éblouissait aussi. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu l'impression de respirer vraiment. Marcos m'attendait de l'autre côté de la rue. On rentre à la maison, a-t-il demandé, sa voix détendue. J'ai hoché la tête, souriant. Oui, à la maison. Ma vie n'a pas changé drastiquement après cela, j'ai simplement continué à vivre. J'ai vendu l'appartement de mes parents et la maison de la plage. J'avais besoin d'un nouveau départ. Avec mon argent, j'ai acheté un petit appartement en banlieue avec un balcon ensoleillé. J'ai commencé à planter des fleurs. J'ai trouvé un travail calme dans une petite bibliothèque. J'aimais l'odeur des vieux livres, la paix. Les week-ends, Marcos venait me chercher, et nous cuisinions ensemble. Je ne haïssais plus Hector ni Isadora. Ils payaient pour leurs actes. Je ressentais seulement de la pitié. Ils avaient tout, mais la cupidité leur a fait tout perdre. J'ai appris à vivre seul, mais pas dans la solitude. J'ai appris à faire confiance à nouveau, mais prudemment. La cicatrice sur mon cœur est toujours là. Elle ne guérira jamais complètement. Parfois les nuits pluvieuses elle fait encore mal, me rappelant le cauchemar que j'ai heureusement survécu. Un après-midi, en arrosant les fleurs sur le balcon, un nouveau voisin a emménagé dans l'appartement de l'autre côté du couloir. Il luttait avec des boîtes. Il m'a vu et a souri. Un sourire gentil, un peu timide. J'ai souri en retour et hoché la tête. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. J'ouvrirai à nouveau mon cœur. Je trouverai un vrai bonheur. Je ne sais pas, mais cela n'importe plus. Ce qui importe c'est que j'ai survécu. J'ai trouvé l'aube après la nuit la plus sombre de ma vie. Derrière le luxe et le glamour, les conspirations les plus cruelles se cachent parfois. La cupidité peut transformer l'amour et la famille en un piège mortel, mais la plus grande justice pour les méchants est la paix que leurs victimes retrouvent. Alba a choisi de laisser aller la haine, non pas pour pardonner à ceux qui l'ont blessée, mais pour libérer sa propre âme. Le pouvoir de cette libération est la clé d'une nouvelle vie sereine et heureuse.